La France va-t-elle élire un président ou une présidente? Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans cette édition spéciale. On va vivre ensemble ce soir ce second tour de l'élection présidentielle française. On vous donnera les premiers chiffres, les premières tendances dès que nous les avons. On les affinera en plateau avec vous, Annie Capel notamment. Bonsoir. Ces tendances, on les décryptera avec vous, Pierre Mathieu. Vous êtes directeur à Sciences Po Lille. Et puis nous serons évidemment avec nos envoyés spéciaux qui sont sur le terrain, notamment au QG des deux candidats. C'est Quentin Warlop qui se trouve au Champ de Mars, là où se trouvent les sympathisants d'Emmanuel Macron. Damien Roulette est lui au Bois de Boulogne, au quartier général de Marine Le Pen. Et puis nous serons aussi avec nos journalistes qui sont aux quatre coins de l'Hexagone. Ils sont aux côtés des Français. On verra comment les Français vivent cette élection, cette journée si particulière. Ils sont tout de même les principaux concernés. Et on va commencer peut-être par se rendre au QG de Marine Le Pen, au Bois de Boulogne. C'est là que se trouve Damien Roulette. Damien, on vous avait quitté il y a 2 semaines. Vous aviez eu un dimanche compliqué. Ça avait été compliqué de rentrer, notamment dans le QG de Marine Le Pen. Elle a changé d'endroit, je pense. Alors, est-ce que c'est plus calme aujourd'hui? Décrivez-nous un peu l'atmosphère sur place. Alors ce n'est certainement pas plus calme, Laurent, bonjour, bonsoir à tous même. Ce n'est certainement pas plus calme parce qu'on attend plus de monde, plus de militants, plus de journalistes, plus de 500 journalistes accrédités, plus de 500 militants sont attendus, ils devraient arriver d'ici une demi-heure, 3/4 d'heure. Pour l'instant, c'est la frénésie médiatique et le calme d'un point de vue militant. Vous dire aussi que pour l'instant, on attend tout simplement les premières réactions par rapport notamment à l'abstention. Les premiers chiffres n'ont pas encore été donnés, je pense que vous allez les donner en plateau, mais ici je peux vous dire en tout cas que dans l'entourage de Marine Le Pen on se dit déjà très serein et très confiant par rapport aux premiers chiffres que vous allez donner dans quelques instants. Merci beaucoup Damien. Et effectivement, on a des premiers chiffres qui concernent notamment l'abstention et des extrapolations qu'on est en train d'affiner. Mais d'abord, rendons-nous peut-être chez Quentin Warlop qui est au Champ de Mars, non loin de la Tour Eiffel. Je pense que là aussi, on peut parler de frénésie médiatique. Vous avez dû faire une très longue file pour rentrer, je pense, Quentin. Oui, effectivement, Laurent, énormément de journalistes, 1200 journalistes accrédités, autant de techniciens, imaginez-vous le nombre de personnes ici qui nous entourent. Il y a encore des journalistes qui font la file en ce moment pour essayer de venir. On a, pour la petite histoire, attendu depuis 13 heures ici pour pouvoir rentrer. Il y a finalement à peu près une demi-heure ici sur ce Champ de Mars qui accueillera tout à l'heure les soutiens politiques et les supporters d'Emmanuel Macron qui devrait arriver, nous dit-on, vers 18h30, 19h, ouverture des portes. Ici, les derniers préparatifs vont bon train. Je vous propose de regarder sur ces images de Radouane El Baroudi le pupitre juste ici derrière moi, à 10 mètres, où Emmanuel Macron parlera tout à l'heure. Et vous le voyez, on est aux derniers préparatifs. Les réglages lumière, les réglages son, les réglages logistiques aussi, car tout doit être prêt ici. Alors, c'est évidemment un endroit symbolique avec cette vue juste derrière moi sur la Tour Eiffel de Paris qui représente le génie français, qui représente aussi la grandeur de la France à l'international. Pour la petite histoire, c'est ici qu'Emmanuel Macron devait prendre la parole en 2017 pour fêter sa victoire, sa première victoire à l'élection présidentielle, mais la mairie de Paris le lui avait finalement interdit. Alors, je vous le disais, tout doit être prêt parce que les premiers soutiens arriveront à peu près d'ici 1 heure. Emmanuel Macron, lui, est attendu ici, nous dit-on, pour son discours, un peu après 21h. Merci beaucoup Quentin et on suivra ça. On voit que tout est prêt du côté d'Emmanuel Macron en cas de victoire. On va tout de même rester prudent. Alors justement, au niveau des chiffres, on va en parler avec vous. Annick, on n'a pas encore de sondage sorti des urnes. On a toutefois des indications concernant la participation, c'est ça? Oui, il y a un premier chiffre qui concerne le taux de participation et forcément le taux d'abstention. À 17h, ce taux d'abstention, il était de 26,31%. C'est-à-dire qu'il est plus élevé qu'il y a 5 ans où il était de 25%. Cela dit,
les bureaux de vote ne sont pas encore fermés. Ils ne fermeront qu'à partir de 19h et certains même à 20h. Mais l'Institut de sondage IFOP a fait une projection et il estime qu'en fin de soirée, ce taux d'abstention devrait être de 28% ce soir. Donc 28% d'abstention, c'est le taux le plus élevé, ce serait le taux le plus élevé du 21e siècle. Alors on ne peut pas parler de record absolu puisque le record absolu, il date de 1969. Alors, on attend les autres chiffres concernant les tendances. D'ailleurs, on va faire une petite précision, car on a reçu pas mal de questions après le premier tour. Nous donnons ici en Belgique les sondages sortis des urnes avant 20h, ce qui n'est pas le cas des médias français. Alors, pourquoi est-ce qu'on donne ces chiffres et quels sont ces chiffres que nous donnons exactement ? Alors, on donne ces chiffres parce que nous ne sommes pas soumis à la législation française. Cette législation française interdit aux médias français de donner le moins de chiffres avant 20h. Ce n'est pas notre cas et donc nous avons décidé d'en donner parce que nous estimons que c'est d'intérêt public. Alors il faut savoir que ces chiffres ils vont évoluer au cours de la soirée. On commence par donner des sondages sortis des urnes, c'est-à-dire des sondages qui sont effectués auprès des électeurs alors qu'ils viennent de voter. Et comme je l'ai dit, les bureaux de vote ne ferment qu'à 19h et à partir de 19h, on va commencer à dépouiller les bulletins de vote, c'est-à-dire qu'une demi-heure plus tard, 40 minutes plus tard, on devrait avoir les premières estimations, c'est-à-dire des chiffres basés sur les premiers dépouillements et qui vont s'affiner au cours de la soirée. Et on va vivre tout ça ensemble jusqu'à 20h et même un peu au-delà. Revenons avec vous, Pierre Mathiot, peut-être sur ce chiffre que nous avons pour le moment. Une extrapolation donnerait l'abstention à 28%. C'est beaucoup pour un second tour ? Oui, c'est beaucoup. Alors ça a été dit, ce serait la deuxième fois. Et en plus, en 1969, on était très jeunes, il y avait des candidats qui avaient appelé explicitement à ne pas voter. Cette fois-ci, c'était pas vraiment le cas, puisque Jean-Luc Mélenchon avait laissé une certaine liberté à ses électeurs. Et évidemment, ce chiffre ne donne pas, c'est ce qui est logique à ce stade, non plus le pourcentage des personnes qui vont aller voter, qui sont allées voter, et qui vont voter blanc ou nul. Et qui donc vont s'ajouter en quelque sorte à ces abstentionnistes, puisqu'au total, ce seront des personnes, qu'elles se déplacent ou pas, qui n'auront pas choisi entre les deux candidats. Et si on extrapole là encore par rapport à 2017 où on avait eu 11,5% des personnes qui s'étaient déplacées et qui n'avaient pas mis un bulletin Macron ou Le Pen, on n'est pas loin probablement ce soir d'atteindre 40% des citoyens français qui soit ne voteraient pas du tout, soit voteraient blanc ou nul. Ça fait quand même 19 millions d'électeurs qui finalement ne feraient pas un choix. Ce qui veut dire que d'ores et déjà on peut dire que celui ou celle qui sera élu aura une base de légitimité qui sera faible, en tout cas plus faible qu'en 2017. Bien sûr, c'est bien d'être élu, c'est encore mieux d'être bien élu. Oui. Alors, on sait que Marine Le Pen a parfois eu, lors de certains précédents scrutins, du mal à mobiliser sa base. Alors, on va se rendre justement dans l'un de ses fiefs, à Hénin-Beaumont. Le maire, là-bas, Steve Briouat, c'est un maire du Rassemblement National depuis 2014. On retrouve sur place Guillaume Wolf. Guillaume, vous avez pu, je pense, vous entretenir avec des électeurs, notamment sans doute du Rassemblement National. Dans quel état d'esprit sont-ils ? Ils sont assez confiants, je dirais. Même le maire Steve Briouat qu'on a rencontré tout à l'heure était aussi dans cette confiance. On croit dans une victoire ici et à l'inverse on ne croit pas dans les sondages. Les sondages en fin de semaine qui donnaient un 57-43 pour Emmanuel Macron, bien loin du 52-48 du premier tour, de la fin de premier tour. Mais on ne croit pas à ces sondages ici. On préfère croire à son entourage. Et ici il faut savoir que les électeurs ont voté à 50%, plus de 50%. Ici on voté pour Marine Le Pen dès le premier tour. Alors forcément, quand une personne sur deux dans son entourage vote pour Marine Le Pen, vote comme vous, et bien dès lors, on commence à croire un peu plus ce ressentiment-là que les sondages ou les chiffres que nous, la RTBF, nous pourrions donner. Bien sûr, les électeurs ici vont les regarder, ces chiffres des médias belges, ils vont les regarder, ces chiffres de la RTBF, mais ils vont pas forcément les croire, ils n'attendront qu'un seul chiffre, celui qui arrivera à 20h. Et puis, dernier élément qui explique un certain optimisme ici, c'est le chiffre de l'abstention, parce qu'on se dit que, en calculant un petit peu bien, ce qui pourrait faire passer Marine Le Pen, c'est la faible mobilisation des électeurs d'Emmanuel Macron. Ceux qui auraient dû se mobiliser pour faire barrage, pour voter un petit peu du bout des lèvres pour Emmanuel Macron. À l'inverse, ceux de Marine Le Pen sont des électeurs qui vont voter, qui se mobilisent, qui croient en sachant que chaque voix compte. C'est un petit peu le calcul qui est fait et qui m'a été rapporté ce matin par les électeurs de Marine Le Pen ici à Hénin-Beaumont. C'est en tout cas ce qui leur donne de l'optimisme avant les premières tendances et surtout le chiffre officiel qu'on donnera, qui sera donné à 20h.
Merci beaucoup Guillaume Wolf. Et on va en parler justement de cet espoir qu'ont les électeurs du Rassemblement national. Est-ce que ça paraît crédible ça aujourd'hui que les électeurs d'Emmanuel Macron ou les potentiels électeurs ne se déplacent pas au contraire de ceux de Marine Le Pen? Alors je pense que les électeurs d'Emmanuel Macron du premier tour vont se déplacer et se sont déplacés. La question ce sont les électeurs d'autres candidats, notamment de Jean-Luc Mélenchon, qui pourraient être tentés. Il y avait des chiffres qui disaient qu'à peu près 4 pour 10 d'entre eux n'iraient pas du tout voter. On en parlera d'ailleurs. Voilà, il est vrai que l'une des chances, on va dire, de Marine Le Pen ce soir de l'emporter réside effectivement dans une forte abstention, dans beaucoup de bulletins nuls et de bulletins blancs, parce que tout ça, ça voudrait dire que les électeurs de Jean-Luc Mélenchon n'ont pas voté Emmanuel Macron. Donc en gros, elle ne peut gagner en quelque sorte que s'il y a peu d'électeurs qui se déplacent. Donc c'est vrai que l'abstention pour ça, pour elle, est plutôt un indicateur qui est assez positif. Mais après, effectivement, par rapport, on était à Hénin Beaumont. Hénin Beaumont, c'est vrai quand même le fief historique de Marine Le Pen, puisqu'effectivement le maire avait même été réélu en 2020 dès le premier tour. Donc c'est vraiment un fief. Et le Pas-de-Calais, donc Hénin Beaumont est dans le département du Pas-de-Calais, qui est le 3e département dans lequel Marine Le Pen a fait son meilleur score, plus de 38% derrière Mayotte, c'est assez étonnant, et puis l'Aisne. Donc c'est vrai que ce sont des zones de force. Il va de soi que Marine Le Pen, si elle veut l'emporter, si elle veut se rapprocher des 50%, il est évident qu'elle doit aller prendre des voix sur des territoires, dans des départements dans lesquels elle est en moins bonne place. Oui, et d'ailleurs pour ça, il y avait une volonté de dédiaboliser son image évidemment. Et aujourd'hui, cette élection en 2022, la date est symbolique puisqu'il y a 20 ans exactement, Jean-Marie Le Pen arrivait au second tour de l'élection présidentielle face à Jacques Chirac. Ça a été un véritable séisme ici sur place en France. L'extrême droite au second tour. Aujourd'hui, il faut bien dire que cela semble moins choqué. Alors comment l'extrême droite et comment Marine Le Pen est-elle parvenue à dédiaboliser son parti? On regarde ce sujet. Il est signé Sébastien Ongaro, Philippe Ouibaud et Quentin Warlop. Il a été l'image et la tête pensante du Front National pendant des décennies. Jean-Marie Le Pen, lui qui aime s'afficher au combat, en sauveur de la France menacée par les étrangers et les musulmans. La politique, c'est la désignation de l'ennemi, la désignation du danger. Et l'ennemi est tout trouvé, l'étranger, l'autre qu'il faut écarter. Oui, je crois à l'inégalité des races, oui, bien sûr, c'est évident. Il y a 20 ans, le FN et Jean-Marie Le Pen connaissent leur heure de gloire, l'accession au second tour de l'élection. Après 2002, le parti et son président déclinent. En 2011, Jean-Marie Le Pen, vieillissant, fait élire sa fille à la tête du parti. Marine Le Pen est élue président du Front National. Sa stratégie, dédiaboliser le Front National, le rendre acceptable par une partie de la population. Le père devient très vite dérangeant. Elle l'exclut alors du parti en août 2015. La question, c'est est-ce qu'il peut continuer à parler au nom du Front National? Et votre réponse est? Moi, ma réponse est non. Je pense qu'il ne doit plus pouvoir parler au nom du Front National. Car les propos qu'il tient sont précisément, comme j'ai eu l'occasion de le dire, totalement contraires à la ligne politique du Front National. Seconde étape de sa stratégie, le changement de nom du parti en 2018. Je vous proposerai donc que le Front National devienne le Rassemblement National. Marine Le Pen a changé la façade et lissé les murs de la maison, mais à l'intérieur, le mobilier de son parti, lui, n'a pas vraiment changé. En France, on ne se baigne pas tout habillé dans les piscines publiques. Il y a 20 ans, on savait ce que ça voulait dire l'extrême droite. Et aujourd'hui, c'est devenu un mot tabou. C'est l'une des grandes victoires de Marine Le Pen, et de faire en sorte de gagner la victoire, la bataille des mots. Aujourd'hui, elle dit droite nationale. Dans la presse, beaucoup de gens se plient en fait à ce diktat et écrivent droite nationale. Il s'agit bien d'extrême droite. C'était vrai pour Éric Zemmour encore plus. C'est encore vrai pour Marine Le Pen. Car les 3 premiers points de son programme sont clairs. Stopper l'immigration incontrôlée, éradiquer les idéologies islamistes et faire de la sécurité partout. Les thèmes sont restés, même si elle a axé sa campagne sur le pouvoir d'achat. Elle est très en phase avec un électorat populaire, voilà. Et je pense que dans l'électorat populaire, les gens font la différence avec Zemmour. Il y a pas mal de gens qui disent non, mais Marine Le Pen, ça n'est absolument pas Zemmour. Zemmour est beaucoup trop radical, c'est un fasciste. On l'entend dans les campagnes, dans les petites villes. Donc c'est vrai que pour le coup, Marine Le Pen bénéficie de ça. Sa dédiabolisation doit très largement à Éric Zemmour. Si le ton a changé, le fond reste le même sur toute une série de sujets. 3 fois candidate depuis 2012, Marine Le Pen espère cette fois-ci l'emporter
pour la toute première fois. Et Pierre Mathieu, vous êtes décidément partout. Alors, vous avez retrouvé votre voix entre-temps. Voilà, ça va mieux là. Ça tombe bien, on va vous poser une petite question. Le programme du Front National de Jean-Marie Le Pen est-il différent de celui du Rassemblement National de sa fille Marine ? Finalement, je pense qu'il n'est pas si différent que cela, mais c'est vrai, comme on l'a entendu avec Ariane Chemin, je pense que Marine Le Pen a réussi une opération de conquête par les mots, et elle a réussi, à force de dire qu'elle n'était plus le Front National, de le faire accroire. Voilà. Et je pense qu'Éric Zemmour, pour ça, l'a beaucoup aidé au premier tour, mais on a bien vu au moment notamment du débat de l'entre-deux tours que sur les questions qui sont un petit peu les marottes du Rassemblement National, Front National, c'est-à-dire l'immigration, le nationalisme, etc., les choses avaient assez peu changé. Je dirais simplement quand même que Marine Le Pen est probablement, entre guillemets, un peu plus sociale que son père, qui était quand même plutôt nationaliste et en même temps très favorable à l'initiative privée. Elle est un peu plus sociale que lui, mais globalement, pour le reste, je crois qu'on ne peut pas vraiment dire que le programme est radicalement changé. Alors, est-ce que ça suffira à convaincre notamment les électeurs de Jean-Luc Mélenchon ? C'est toute la question, car rappelez-vous, on va regarder cette image, regardez, au soir du premier tour, on avait donc Emmanuel Macron qui est arrivé en tête avec environ 28% des voix, un petit peu moins. Marine Le Pen était un peu au-dessus de 23%. Jean-Luc Mélenchon, lui, était à 22%, plus de 7 700 000 voix. Donc évidemment, on attendait ces consignes de vote. Qu'allait-il dire ? Eh bien, il s'est exprimé le soir du premier tour. Avant d'en parler, on l'écoute. Jamais nous ne perdrons notre confiance dans la démocratie. Donc, vous ne devez pas donner une voix à Madame Le Pen. Je répète parce que des fois, il arrive que même quand je dis les choses, c'est comme si je ne les avais pas dites. Alors je recommence à cet endroit du film. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Voilà, je crois que le message pour cette partie a été entendu. Voilà, le message est passé 3 fois, pas une seule voix pour Marine Le Pen, mais 0 fois des consignes pour voter pour Emmanuel Macron. Alors Annick, il y a eu des études un peu pendant l'entre-deux tours. Est-ce qu'on a une idée justement du report des voix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon ? Alors on verra ce soir, mais pour vous donner une idée de ce à quoi on pourrait s'attendre, je vous propose de regarder les chiffres qui ont été publiés ce vendredi 22 avril par l'Institut de sondage IFOP, donc juste avant le week-end, et il montre que 40% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon annonçaient qu'ils allaient voter pour Emmanuel Macron, contre seulement 19% pour Marine Le Pen, mais aussi que 41% des électeurs de Mélenchon comptaient s'abstenir. C'est ce qu'on disait il y a un instant. Alors, ce sondage montre également que l'écrasante majorité, c'est-à-dire 75% des électeurs d'Éric Zemmour, comptent donner leur voix à Marine Le Pen. C'est pas étonnant, mais on notera tout de même qu'il y a 2 semaines, c'est-à-dire juste après le premier tour, ils étaient 85% à annoncer qu'ils voteraient pour Marine Le Pen. Donc, c'est moins, 10% de moins, et il semble que Macron en profite en partie. Et puis, dernier renseignement de ce sondage, les abstentionnistes, la moitié d'entre eux comptent toujours s'abstenir ou voter blanc ou nul, et le reste se répartirait de façon presque égale entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, avec un léger avantage à ce dernier. Et on va se rendre immédiatement à Marseille, en terre mélenchoniste, puisque Jean-Luc Mélenchon est arrivé largement en tête à Marseille. Esmeralda Labi, vous êtes sur place. Est-ce que vous avez rencontré des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et que compte-t-il faire ou qu'ont-ils fait ce dimanche ? Alors oui, on les a rencontrés, évidemment. C'est vrai qu'ici, vous êtes clairement en terre Mélenchon. Tout le monde nous en parle. Laurent, dans certains arrondissements, il a fait 53, 56 et 58% des voix. Alors, ces électeurs pouvaient suivre la décision de Jean-Luc Mélenchon. Ne votez pas pour Marine Le Pen, mais ils pouvaient très bien s'abstenir. Moi, j'avoue que ceux que j'ai rencontrés ne comptaient pas s'abstenir. Mais la plupart me disaient, on va quand même choisir le vote blanc parce que c'est une façon de s'exprimer, mais c'est une façon de ne pas s'exprimer en même temps. C'est-à-dire, on ne va pas choisir Emmanuel Macron, on ne va pas choisir Marine Le Pen. Maintenant, il trouvait aussi que ce vote blanc n'allait pas être pris en compte et que c'était un peu dommage. Mais tous m'ont répété que ce n'était pas un vote d'adhésion, mais bien un vote barrage, parce qu'ils avaient une grosse crainte, c'est de voir l'extrême droite arriver au pouvoir et les thèses de l'extrême droite. Je vous propose d'écouter quelques mélenchonistes interrogés ce matin. Il suffit de regarder ce qui se passe chez Orban, chez Erdogan,
pour savoir qu'un État facho ne permet pas en fait de pouvoir utiliser les camps intermédiaires, les contre-pouvoirs pour faire avancer les luttes sociales. Donc ça va être très compliqué avec Macron, mais avec Le Pen, ça va être bien pire. Vraiment, quelqu'un qui a emprunté de l'argent en Russie, qui va à l'étranger pour enflouer les caisses de son propre parti, qui est accusé en partie par la Commission européenne d'avoir détourné des fonds. Pour moi, c'est quelqu'un qui ne mérite absolument pas notre confiance. Pour moi, c'est pas perdu. Les législatives sont là, il faut y aller, on se remobilise, on n'a peur de rien, on retrousse les manches et on y va. Voilà donc pour les mots de ces électeurs mélenchonistes. Alors justement, Pierre Mathiot, est-ce qu'on a une idée de la structure de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon? Qui sont ces électeurs? Alors on a une idée liée à des sondages, comme on l'a dit tout à l'heure, on interroge des gens pour savoir pour qui ils ont voté et on arrive à faire une espèce de carte. Alors ce qui est très intéressant, c'est que d'abord c'est un électorat jeune, l'électorat de Mélenchon. Mélenchon fait ses meilleurs scores chez les 18-35 ans et ensuite ça descend et ça s'effondre chez les retraités, là où ça fait un carton chez Macron. Et ça c'est pour l'âge. Ensuite c'est plutôt un électorat urbain. On l'a vu, Marseille, Lille, les grandes villes ont plutôt voté Mélenchon. Enfin, Mélenchon est arrivé en tête. Sur le plan des professions, c'est assez interclassiste. C'est l'électorat le plus interclassiste, en dehors des cadres qui votent un peu moins pour lui, les retraités un peu moins, mais sinon... Tous les milieux sociaux. Voilà, il fait un assez bon score chez les cadres moyens, chez les employés, chez les ouvriers. Bon, chez les ouvriers, moins que Le Pen. Et ensuite, en termes de salaire, c'est plutôt, on va dire, des classes moyennes inférieures. Donc, pour résumer, plutôt des jeunes et plutôt des gens qui ont fait des études, mais ont des niveaux de rémunération qui ne sont pas nécessairement en comparaison de leur niveau d'études. Donc beaucoup de travailleurs sociaux, beaucoup d'infirmières, beaucoup de profs, etc. Voilà. Et la frontière est poreuse avec l'électorat de Marine Le Pen. C'est quelque chose qu'on a parfois du mal à comprendre de Belgique. On a quand même vu, selon certains chiffres, près de 20% d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui pourraient se reporter sur Marine Le Pen. C'est quelque chose qu'on a, nous, du mal à... Comment ça s'explique? Oui, alors c'est quand même plus qu'avant. Il faudra voir ce soir, parce que là, c'est des projections. Évidemment. Moi, je crois quand même que l'immense majorité de l'électorat Mélenchon a un vrai problème avec Marine Le Pen. Bon, ils ont aussi un problème avec Macron, mais encore plus avec Marine Le Pen. Je pense que cette partie qui éventuellement peut être tentée de voter Le Pen, c'est plutôt une partie catégorie populaire, dont l'entrée dans l'élection est une entrée d'hostilité à Emmanuel Macron, qui incarne le président des riches, et donc quelque part préférer voter Le Pen après avoir voté Mélenchon, parce que ce qui prime, c'est d'abord l'hostilité au président des riches. Voilà. Mais à mon avis, c'est très minoritaire. Alors, vous parliez d'Emmanuel Macron, on va se rendre dans l'un de ses fiefs à Rodez, c'est dans le sud-ouest de la France, en Occitanie. Il paraît qu'on y fait d'ailleurs un excellent roquefort, mais ce n'est pas la question. On y rejoint Henri de Laguérie. Henri, je pense que vous êtes avec le maire de la ville. Effectivement, je suis avec Christian Tessèdre, c'est l'un des tout premiers soutiens d'Emmanuel Macron. C'était un élu socialiste qui est désormais La République En Marche. Il l'a rejoint dès 2016. L'Aveyron, c'est le département où on a le plus voté de France à 17h avec 70% de participation. C'est 7 points de plus. Comment est ici, au premier tour, à Rodez, Emmanuel Macron a réalisé l'un de ses meilleurs scores en France, 33% des voix. Comment on explique le succès d'Emmanuel Macron à Rodez ici, monsieur le maire? Je crois qu'il a un peu l'esprit aveyronnais. Il est centriste, vous savez, l'Aveyron, déjà on n'aime pas les extrêmes, et l'Aveyronnais aime bien rassembler la droite et la gauche, donc en plus je crois qu'il est dynamique, et l'Aveyronnais est dynamique. L'Aveyron, c'est un département qui va très bien économiquement parlant aussi. Oui, Rodez par exemple, sur la zone d'emploi de Rodez qui fait 136 communes, on est au plein emploi avec 4 et quelques % de chômage, c'est-à-dire on est sur un chômage incompressible. Et on est un des rares territoires, Rodez, à avoir un solde commercial positif entre les importations et les exportations. Quand vous prenez tout le sud de la France, c'est rare. Emmanuel Macron avait terminé sa campagne en 2017 ici à Rodez. Cette fois-ci, vendredi, il n'était pas très loin, à une 50aine de kilomètres à Figeac. Il est attaché à cette terre. C'est aussi parce que c'est une terre qui va bien. On dit souvent que l'électorat macroniste était un électorat de gens qui s'en sortent bien économiquement parlant. Oui, il a failli revenir et il a hésité jusqu'au dernier moment entre Figeac et Rodez. Bon, comme il avait fait la fin de campagne en 2017 à Rodez, il a choisi Figeac. Oui, vous avez raison de dire que ce territoire qui travaille et qui a toujours été loin des grandes infrastructures routières, loin des métropoles, face à cette adversité, ce territoire s'est toujours montré très dynamique. Et c'est vrai qu'ils aiment les gens qui sont dynamiques, qui avancent, qui veulent changer les choses et qui ont un tempérament positif. Et je crois que Emmanuel Macron l'incarne bien. Un dernier mot, monsieur le maire, dont vous êtes un très proche soutien d'Emmanuel Macron. Comment vous sentez les choses à quelques minutes de la clôture du bureau de vote ici? Est-ce que vous êtes confiant dans la victoire de votre candidat d'Emmanuel Macron? Franchement, oui. Ce serait une énorme surprise
Moi je vois très bien un bon 55 pour Emmanuel Macron et un 45 pour Marine Le Pen. Ce qui est un très bon score pour Macron, mais ce qui est aussi un très bon score pour Marine Le Pen et qui est inquiétant pour l'avenir. Voilà, donc le bureau de vote ici à Rodez va fermer d'ici une grosse demi-heure. On a rencontré beaucoup d'électeurs qui votaient Macron, mais pas mal de gens aussi qui soit s'abstenaient, soit votaient Marine Le Pen. Donc pour l'instant, rien n'a fuité ici. Je ne peux pas du tout vous donner de résultats. Je peux vous dire en tout cas qu'on s'est fortement mobilisé ici dans cette terre macroniste. Merci beaucoup Henri. Pas de résultat, mais on a tout de même l'évaluation du maire, 55-45. Bon, on verra ce soir, résultat à 20h. D'ailleurs, Annick, est-ce qu'on a de nouveaux chiffres, de nouvelles tendances ? Alors les sondages à la sortie des urnes commencent à nous parvenir. Nous avons des chiffres qui nous viennent de 2 instituts de sondage et ce seraient des chiffres qui donnent Macron en tête pour ce deuxième tour, ce qui semble confirmer ce qui avait été annoncé ces dernières semaines par les différents instituts de sondage. Et les chiffres varieraient entre 55% et 58% pour Emmanuel Macron. Alors on restera tout de même prudent, Pierre Mathieu, car il faut le rappeler, parfois ça peut être délicat. D'ailleurs je vois, vous aussi, vous regardez les chiffres qui peuvent arriver. Oui, il y a 2 semaines, on rappelait qu'on a longtemps donné Emmanuel Macron et Marine Le Pen au coude à coude, alors que finalement il y a quand même presque 5 points de différence. Bon, voilà. Donc restons prudents. Oui, absolument. Alors on va peut-être aborder justement le cas d'Emmanuel Macron. Vous le savez, il y a 5 ans, quand il est devenu président, c'était finalement presque un nouveau venu sur la scène politique française. Depuis, il doit assumer un bilan. On voit qu'il a eu parfois du mal à rassembler l'ensemble des Français pendant cette campagne. Alors son portrait, on le découvre avec Ludovic Deslandes et Éric Destiné. Regardez. Un clair-obscur et un homme seul au pied de la pyramide du Louvre. Ce jour de mai 2017, Emmanuel Macron met en scène son arrivée au pouvoir. L'homme a 39 ans. Macron, l'ovni politique, devient le plus jeune président de l'histoire de cette République. Vive la République! Vive la France! Emmanuel Macron, c'est une ascension fulgurante, même déroutante pour les partis traditionnels, car jusque-là, il n'avait jamais été élu. Élève du lycée Providence d'Amiens, ce jeune ambitieux monte ensuite à Paris, où il sera diplômé de l'ENA. Il se rapproche de la politique en 2007, en devenant rapporteur d'une commission sur la croissance. En 2012, le président François Hollande le nomme secrétaire général de l'Élysée et puis ministre dans la foulée. Le tremplin idéal, Emmanuel Macron décide de démissionner. La machine est lancée. En quelques mois, il crée son mouvement En Marche. Et il se positionne à contre-courant. C'est un mouvement politique qui ne sera pas à droite, qui ne sera pas à gauche. Parce que c'est notre projet! Au-delà des partis, au-delà des clivages, aux côtés de Brigitte, son épouse, le style Macron séduit. Mais l'exercice du pouvoir, c'est autre chose. 5 ans à l'Élysée, 5 années à traverser des crises. Il se sort d'abord de l'affaire Alexandre Benalla, du nom de ce proche du président qui a molesté des manifestants le 1er mai 2018. Ensuite, l'ébullition de la rue le rattrape. Le mouvement des Gilets jaunes s'intensifie, sa cote de popularité s'effrite, le locataire de l'Élysée fait profil bas. Je prends ma part de cette responsabilité. Il a pu m'arriver de vous donner le sentiment que ce n'était pas mon souci, que j'avais d'autres priorités. Je sais aussi qu'il m'est arrivé de blesser certains d'entre vous par mes propos. Malgré les appels à la démission, Macron résiste et réforme. Le code du travail, la SNCF, mais pas les retraites, trop sensibles, encore. Et puis le coronavirus s'invite au cœur du quinquennat, devenant la priorité. Nous sommes en guerre. Toute l'action du gouvernement et du Parlement doit être désormais tournée vers le combat contre l'épidémie. Une présidence, gestion de crise, qui se prolonge quand la guerre frappe aux portes de l'Europe. Le président français joue la carte internationale sur tous les fronts diplomatiques. Il entre tard en campagne, mais il remporte le premier tour et sa nouvelle priorité se précise ensuite, la lutte contre le changement climatique. Si nous voulons respecter les accords de Paris, il faut aller 2 fois plus vite que ce que nous venons de faire ensemble durant ces 5 années.
Donc vous savez quoi? On va le faire! En 5 ans, Emmanuel Macron a montré qu'il pouvait tenir le cap, même en pleine tempête. Mais l'ancien banquier d'affaires garde une posture qui déplaît à beaucoup de Français. Or, s'il est réélu, il devra prouver qu'il est capable de rassembler. Un vrai défi dans une France particulièrement divisée. Et justement, pour changer cette posture, pour rassembler, on a vu Emmanuel Macron, Pierre Mathiot, dès le lendemain du premier tour, dès le lundi, aller au contact, comme disent ses équipes, c'est-à-dire qu'il est vraiment allé prendre des bains de foule, quitte à prendre certains coups. Oui, alors d'abord il a commencé à faire campagne, si vous me permettez, parce qu'il n'avait pas vraiment fait campagne avant. Et le président candidat est devenu plus candidat voilà, que président. Et puis d'un seul coup, l'Ukraine a un peu disparu, il avait d'un seul coup du temps pour faire campagne, ce qui était assez étonnant. Effectivement, il est allé au contact, ça il sait faire, hein. Déjà en 2017, il est allé au contact, c'est quelqu'un qui est connu pour y aller, de ne pas hésiter à s'affronter un petit peu avec des gens. Il y a eu ça, puis effectivement, il a aussi tenu des propos visant, mezzo voce, à aller chercher quand même des électeurs mélenchonistes ou des électeurs de gauche. On y viendra d'ailleurs, on l'entendra dans un instant. Effectivement, mais bon, il a fait campagne. Cette fois-ci, on peut dire qu'il a fait campagne à plein temps pendant 2 semaines. Ce qu'il n'avait pas fait avant, donc d'un seul coup on l'a vu, donc ce qui fait qu'évidemment les journalistes disent waouh, il a fait campagne. C'est vrai, avant il n'avait pas fait campagne. Peut-être qu'avant, parce qu'il n'y avait pas vraiment eu de campagne. Ça, c'est un autre débat. En tout cas, c'est ce qu'on a beaucoup entendu ici en France. Alors, rendons-nous justement au Champ de Mars, là où Emmanuel Macron veut fêter sa victoire. 6 victoires il y a ce soir. Quentin Warlop, vous êtes sur place. Parlons-en justement de cette campagne de l'entre-deux tours. Qu'en ont pensé les militants d'Emmanuel Macron? Est-ce qu'ils ont été convaincus par la stratégie d'Emmanuel Macron? Oui, la question est difficilement tranchée dans le camp des soutiens d'Emmanuel Macron. C'est vrai que sa campagne a été divisée en 2. 37 jours de campagne seulement, souvenez-vous, avant le premier tour de l'élection, où finalement il n'était plus président que candidat. Et puis, dès qu'il a été qualifié pour le second tour, on l'a beaucoup moins vu sur la scène internationale quand il a dû, souvenez-vous, gérer la crise en Ukraine. Et il a donc pris le costume de candidat allant au contact, au combat pour tenter de convaincre les électeurs, donc ces électeurs, mais aussi les électeurs de la France Insoumise, ces électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Et on l'a vu à gauche, toutes sur plusieurs dossiers, notamment le dossier de l'écologie, où souvenez-vous, il a indiqué que son Premier ministre se chargerait de l'économie et de l'écologie, et que ce sera finalement sa tâche prioritaire. Ensuite, et après l'économie, il y a aussi eu les profs. Souvenez-vous, il avait annoncé que les profs seraient mieux payés s'ils travaillaient plus. Finalement, ils seront tous mieux payés. Voilà plusieurs dossiers sur lesquels il a fait une courbe rentrante, ainsi que sur les retraites. Souvenez-vous, c'était la retraite à 65 ans, puis finalement il a dit peut-être 64 ans, on verra en fonction. Tout ça, c'est pour plaire à l'électorat de gauche. Est-ce que ça suffit à convaincre les électeurs? Réponse dans quelques instants. Oui, absolument. On verra ça sans doute dans les minutes et dans les heures qui viennent. Vous parliez, Quentin, justement, du fait qu'Emmanuel Macron a tenté de convaincre les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. C'est bien d'en parler, c'est encore mieux de l'entendre. Vous allez entendre Emmanuel Macron qui reprend un concept de Jean-Luc Mélenchon, la planification écologique. C'était lors d'un meeting à Marseille. On l'écoute. Et donc, pour placer l'écologie au cœur du nouveau paradigme politique, comme au XIXe siècle, où face aux défis éducatifs, Jules Ferry était à la fois président du Conseil et ministre de l'Instruction publique. Mon prochain Premier ministre sera directement chargé de la planification écologique. Voilà, pour la planification écologique, un concept élaboré déjà depuis un moment par Jean-Luc Mélenchon. Bon, clairement, Pierre Mathiot, Emmanuel Macron a envoyé des signaux aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon, aux électeurs écologistes, à pas mal de monde en fait pendant l'entre-deux tours. Oui, aux fonctionnaires aussi, notamment aux enseignants qui sont pas très très heureux de ce qui vient de se passer pendant 5 années. Effectivement, il y a eu des gestes. Alors la question, au fond, c'est est-ce qu'on peut séduire ces électeurs-là d'un seul coup Est-ce que ça marche? Oui, c'est ça. Oui, moi je pense, si vous voulez, que ces électeurs de Jean-Luc Mélenchon, ceux qui sont allés aujourd'hui voter pour Emmanuel Macron sont allés en fait voter contre Marine Le Pen. Et je ne pense pas qu'Emmanuel Macron les ait convaincus ou les ait séduits en 2 ou 3 discours tenus entre les 2 tours. Je crois que s'ils y sont allés, ils y sont allés un petit peu à reculons, en fait sous la forme d'une espèce de front républicain encore, pas parce qu'ils ont été convaincus, mais parce qu'ils ne veulent pas d'abord de Marine Le Pen. Tout à fait, on voit Emmanuel Macron qui a tenté de séduire les électeurs des différents candidats. Il a aussi tenté de séduire des électeurs de Marine Le Pen elle-même. Parlons-en justement avec Guillaume Wolff qui est
à Hénin-Beaumont, on le disait, l'un des fiefs du Rassemblement national. Comment est-ce qu'il s'y est pris finalement Emmanuel Macron pour tenter d'aller chercher ces électeurs de Marine Le Pen ? C'est assez simple, il a tout simplement regardé les résultats du premier tour et il a vu que dans ce département-ci, le département du Pas-de-Calais, dans le département voisin, département de l'Aisne, qu'il avait perdu, les deux seuls départements qu'il avait perdus au second tour en 2017, il les avait aussi perdus au premier tour et de façon encore plus importante. Marine Le Pen a amélioré ses scores ici au premier tour en 2022, 4 points de plus à chaque fois. Et donc il s'est dit, je dois y aller. Et il y a été dès le lendemain à Lens, à une dizaine de kilomètres d'ici. Il a été venu au combat, comme vous l'avez dit, en acceptant de passer 5 minutes, 10 minutes avec un seul citoyen, un seul électeur, prendre des baffes et répondre à ces baffes aussi. C'est finalement dans ce style qu'il se pense le meilleur, qu'il se dit le meilleur et qu'il l'est probablement. Ces images passent beaucoup mieux en télévision que ces meetings qu'il a fait. Il en a fait un ou deux seulement dans cette période de 15 jours. Par contre, ces venues dans les villes au contact des citoyens, ça marchait beaucoup mieux. Et alors dans le langage du corps, il est aussi un peu plus habile. Il va chercher physiquement le contact des gens en leur prenant le bras, en leur mettant une tape dans l'épaule. C'est quelque chose qui fonctionne bien. Et alors, il est venu sur la forme et sur le fond aussi, il est venu avec des choses pour aller chercher ces électeurs de Marine Le Pen. C'est ici, par exemple, qu'il a fait une petite courbe rentrante sur la retraite, 65 ans avant le premier tour. Et puis, le lendemain, le lundi, il annonce plutôt 64 avec ce qu'il appelle une clause de revoyure à la fin de son mandat. Voilà des petits signaux qu'il a essayé de lancer. Certains disaient avec des gros sabots parce que c'était assez visible qu'il allait chercher ces électeurs-là avec des propositions marquées plutôt à gauche ou marquées compatibles avec l'électorat de Marine Le Pen. Reste à voir, vous l'avez déjà dit, si ça suffira dans les résultats que nous recevons en ce moment. Merci beaucoup Guillaume. Alors est-ce que ça suffira ? C'est évidemment la grande question. Profitons-en pour refaire un point avec vous, Annick Capel. Est-ce qu'il y a de nouveaux chiffres, de nouvelles tendances ? Alors pas par rapport à tout à l'heure, mais je vais vous rappeler ce qu'on vous disait. Plusieurs sources qui semblent indiquer que Emmanuel Macron remporterait cette élection avec des chiffres dans une fourchette entre 55% et 58%, c'est-à-dire pour Marine Le Pen 45% ou 42%. Des chiffres, bien entendu, à prendre avec énormément de précautions puisqu'il s'agit de sondages effectués à la sortie des urnes. Il s'agit donc d'une photographie d'un instant T à un moment bien précis, à un moment où tous les électeurs n'avaient pas encore voté puisqu'on le rappellera, les bureaux de vote ne ferment leurs portes qu'à 19h et certains même à 20h. Il faudra donc encore attendre d'avoir les premières estimations, c'est-à-dire des données plus objectives basées sur les premiers dépouillements des bulletins de vote. Absolument, et on ne le dira jamais assez, on va rester extrêmement prudent, mais ça fait partie aussi d'une soirée électorale. Ici, c'est de donner ces chiffres pour nous en Belgique et de pouvoir les affiner. Soirée électorale qui est très suivie en France aussi, vous le savez. On va se rendre à la Bellevilloise. C'est un lieu culturel et festif du 20e arrondissement où est organisée une soirée électorale. On va y rejoindre Marc Sirlereau. Alors Marc, il y a 2 semaines, vous étiez dans le QG de Valérie Pécresse. L'ambiance n'était pas vraiment au beau fixe. Qu'en est-il dans cette soirée électorale ? Est-ce qu'il y a un peu plus d'ambiance pour vous cette fois-ci ? Écoutez, pour l'instant, on peut dire que j'ai pas vraiment de chance, mais les gens commencent à arriver. La soirée électorale commence qu'à 18h30. Mais ce qui est curieux ici, à la Bellevilloise, qui est un lieu emblématique un peu des coopératives, du monde ouvrier dans ce quartier de Paris, eh bien, il y a beaucoup de médias étrangers. Il y a nous, les Belges, il y a des médias suédois, il y a un média suisse qui sont ici pour les résultats. Je peux vous dire qu'ils sont très intéressés par ce qui est annoncé par les médias belges et notamment par les RTBF en termes de résultats. Alors ici, on ne le cache pas, beaucoup ont voté pour Jean-Luc Mélenchon, tous les gens que j'ai rencontrés ici dans cette salle de la Bellevilloise, et il y a des avis partagés. Tous veulent bien sûr la défaite de Marine Le Pen, mais c'est partagé entre ceux qui ont été votés pour Emmanuel Macron et ceux qui n'ont pas voulu y aller. Vous voyez, c'est très révélateur de ce qu'on rencontre un peu partout dans la France d'aujourd'hui parmi les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Pour l'instant, je vous dis ici, c'est encore calme, mais s'il y a une victoire d'Emmanuel Macron ce soir, il y aura sans doute beaucoup de soulagement. Merci beaucoup Marc Sirlereau et on vous retrouvera évidemment plus tard dans cette soirée spéciale. Peut-être un mot là-dessus justement Pierre Mathieu. Est-ce qu'elle a vraiment passionné cette campagne présidentielle, cette élection ? On a beaucoup lu ici en France finalement que les Français se désintéressaient un peu de ce scrutin qui est pourtant le scrutin roi sous la Ve République. Est-ce que c'est le cas ?
Je crois qu'effectivement, ça n'a pas été génial. On a vu tout à l'heure le meeting à Marseille d'Emmanuel Macron. En fait, il n'y avait pas beaucoup de monde. Il n'avait pas rempli. Le débat d'entre deux tours a été le débat qui a été le moins écouté. Je donne juste un chiffre. Ça a été 15,6 millions de personnes. Il y avait eu plus de 30 millions de personnes pour le débat Mitterrand-Chirac en 1988, alors qu'il y avait 10 millions d'habitants de moins en France. Donc oui, on peut dire que globalement, c'est une campagne assez atone, même si la campagne de deuxième tour a été évidemment beaucoup plus dynamique que celle de premier tour, notamment parce qu'Emmanuel Macron a fait campagne, a été très présent. Alors, évidemment, comment est-ce que, à l'avenir, on peut faire peut-être, est-ce qu'il y a une nouvelle classe politique qui est en train d'arriver et qui pourrait peut-être repassionner les Français? On sait qu'il y a pas mal de candidats, notamment qu'on dit Jean-Luc Mélenchon, on a aussi entendu Marine Le Pen qu'ils allaient arrêter. Est-ce qu'il y a des candidats à l'avenir, vous pensez, qui pourraient repassionner les Français? Alors, d'abord, il faut rappeler qu'effectivement, si Emmanuel Macron est réélu ce soir, de toute façon, c'est un deuxième mandat et après c'est terminé, il n'a que 44 ans. C'est de loin le plus jeune des candidats. Donc lui-même avait apporté une forme de renouvellement la dernière fois, et c'était l'un des rares, parce que la plupart des autres étaient là depuis pas mal de temps. C'est la grande question, mais il est clair que la prochaine élection présidentielle risque de se jouer entre des personnes qui n'étaient pas candidates cette fois-ci. Donc d'une certaine manière, ce sera un renouvellement, même si probablement que parmi ces personnes, certaines sont déjà engagées en politique. Bon, on vous dit déjà rendez-vous dans 5 ans, on vous retrouvera pour en parler. J'espère. En attendant, on va s'intéresser au cas de Marine Le Pen, et on va d'abord, restons chez Marine Le Pen, mais rendons-nous au QG où on va retrouver Damien Roulette. Vous êtes sur place. Damien Roulette, est-ce qu'il y a du neuf? On me dit dans l'oreillette de venir chez vous, donc je viens chez vous, on va être transparent. Qu'est-ce qui se passe? Oui, ça commence à s'animer, tout simplement. Les militants commencent à arriver, mais ils sont plutôt à l'extérieur du bâtiment. Quelques-uns sont arrivés à l'intérieur, mais la plupart sont encore à l'extérieur. Pourquoi? Parce que Marine Le Pen vient de quitter, non pas le QG qui est ici, mais le siège de son parti au centre de Paris, et est en train de se déplacer jusqu'ici. Là, elle aura donc un bain de foule en arrivant ici à son quartier général pour la soirée électorale. On sait ensuite qu'en cas de victoire, elle prendra la direction des Champs-Élysées pour se rendre in fine jusqu'à la place de la Concorde, qui est un haut lieu historique pour la droite politique française. Chirac s'y était rendu en 95, Sarkozy en 2007, mais c'est surtout le retour de Charles de Gaulle en 44 après la Libération. Ici, il avait été à la place de la Concorde, donc il avait été accueilli par un bain de foule populaire là aussi. Donc l'importance de cette place de la Concorde pour la droite, et c'est aussi une manière pour Marine Le Pen de dire je suis à droite, non pas à l'extrême droite, non pas d'une droite radicale, mais bien de la droite, et j'incarne cette nouvelle droite, cette droite populaire, ce que n'est pas Macron, qui fait partie, elle, de la droite élitiste. Merci beaucoup Damien, et on verra le résultat ce soir de Marine Le Pen, mais ce qui semble à peu près sûr, c'est qu'elle fera un bien meilleur résultat qu'il y a 5 ans, en 2017. Elle s'est longuement préparée pour cette élection. Elle a notamment tenté de changer son image, de changer aussi les thèmes de prédilection de sa campagne. Alors qu'est-ce qui a changé véritablement? Eh bien c'est ce qu'on voit avec ce reportage de Nathan Gerlache et Eric Destiné. Regardez. Mai 2017, soirée électorale du deuxième tour. Marine Le Pen a perdu, mais qu'importe, derrière les murs de son QG, elle danse avec ses sympathisants. Son message est clair. Pour elle, cette défaite n'en est pas une, c'est une fête. Avec près de 34% des voix, le score pour son parti est sans précédent. Elle l'annonce, ce n'est que le début. Je proposerai donc d'engager une transformation profonde de notre mouvement afin de constituer une nouvelle force politique que de nombreux Français appellent de leur vœu et qui est plus que jamais nécessaire au redressement du pays. Marine Le Pen a toujours baigné dans la marmite de la politique. Elle en prend conscience à l'âge de 8 ans quand elle échappe à un attentat visant son père, Jean-Marie Le Pen, le président du parti d'extrême droite Front National. Pendant quelques années, elle exerce le métier d'avocate, mais la fille d'eux se met ensuite au service du FN. Elle devient conseillère régionale et députée européenne, le programme nationaliste et anti-immigration du parti. Elle s'y inscrit. Le vote Front National est véritablement un vote d'adhésion et non plus un vote de protestation. Marine Le Pen est élue présidente du Front National. 2011, le tournant. Marine Le Pen prend la tête du parti. L'ambition devient alors présidentielle. 2012 d'abord, sur la 3e marche avec près de 18% des voix. Nous avons porté plus haut que jamais les idées nationales. Mais il ne s'agit là que d'un début. En 2017,
Elle se démarque des propos antisémites de son père. Mais elle surfe sur sa ligne eurosceptique et surtout anti-immigration. Pour beaucoup de Français, l'immigration massive est une oppression. L'immigration massive n'est pas une chance pour la France. C'est un drame pour la France. Sur la forme, elle tente sans relâche de lisser son image, veut faire oublier l'encombrant héritage de son père. 15 ans après lui, elle se hisse au deuxième tour. Bonjour madame, bonjour, bonjour. En 2022, c'est encore une autre campagne. Pendant des semaines, elle va au contact. Pour séduire, excite le Front National. Le parti devient le Rassemblement National, un nom moins connoté. Mais le programme reste lui sans équivoque. La volonté de stopper l'immigration est toujours la première des priorités. Et puis certains anciens proches de Marine Le Pen s'éloignent pour soutenir le candidat Éric Zemmour, comme sa nièce. Marine Le Pen n'en a cure. Cela contribue à adoucir son image. Non, je ne prendrai pas Marion Maréchal dans mon gouvernement. Mais avant de penser composition du gouvernement, ses adversaires pointent sa proximité affichée ces dernières années avec l'extrême droite européenne ou ses accointances avec le gouvernement de Vladimir Poutine. Qualifiée pour le deuxième tour, elle se positionne aujourd'hui comme une candidate qui veut gouverner. Peuple de France, lève-toi. Je suis prête à te redonner ta dignité, ta confiance, ta grandeur. Dans les sondages, la candidate d'extrême droite n'a jamais été aussi proche des portes de l'Élysée. Damien Roulette au QG de Marine Le Pen, alors que la candidate était sur le point d'arriver. Donc on va y retourner tout simplement avec une question assez simple. Damien, est-ce que Marine Le Pen est arrivée ? On attend toujours, Laurent. Je ne l'ai pas vu arriver personnellement, mais bon, je suis à l'intérieur et les voitures vont arriver là-bas à l'extérieur. Je ne vois rien qui s'arrête, pas de cordon de police qui se déploie pour le moment. On attend donc de voir ce qu'il se passera. Ce qui est sûr, c'est qu'ici tout le monde s'active. On sent que la frénésie est en train de prendre, surtout médiatiquement. Vous devriez voir ici tous les médias français présents, notamment BFM, avec plusieurs journalistes et même un plateau de télévision à l'intérieur même de la salle, ce qui n'était pas le cas au premier tour. Comprenez donc que l'enjeu est bien plus important ce soir, surtout pour les médias plutôt conservateurs comme CNews, comme BFM TV. Et donc maintenant, voilà, vous le disiez, on attend tous l'arrivée de Marine Le Pen. Il est peu probable qu'elle fasse une déclaration en arrivant. Elle devrait normalement rejoindre ses plus proches à l'étage de l'endroit où on se trouve, où elle devrait rester jusqu'aux résultats finaux vers 20h donc. Et ensuite, probablement une déclaration. Vers quelle heure on ne le sait pas. Évidemment, il est trop tôt pour le dire. Cela dépendra évidemment des résultats que vous aurez avant nous. Merci beaucoup Damien, et vous intervenez évidemment quand vous le souhaitez. Annie Capel, on va vous retrouver un instant. Vous suivez l'Europe à la RTBF, c'est votre spécialité. Et on en a beaucoup parlé de cette élection de Marine Le Pen, d'Emmanuel Macron, pas qu'en Belgique, mais vraiment tout en Europe cette semaine. Oui, on notera cette sortie assez surprenante. C'est une tribune qui a été publiée notamment dans le journal Le Monde et qui est parue ce vendredi, dans laquelle 3 dirigeants européens, le Premier ministre espagnol, le Premier ministre portugais et le chancelier allemand, dans laquelle ils s'expriment et ils incitent les électeurs français à vraiment défendre le candidat démocrate Emmanuel Macron. Ça montre tout de même qu'il y a une certaine inquiétude du côté européen, et c'est vrai que quand on regarde le programme de Marine Le Pen et qu'on voit ses positions sur l'Union européenne, on se dit que c'est vraiment l'avenir de l'Europe qui se joue aujourd'hui et dans cette élection. C'est donc une élection pas comme les autres et qui dépasse clairement les limites françaises. Oui, une tribune de chefs d'État européens, des tribunes aussi d'artistes. On a beaucoup parlé de Marine Le Pen et on a senti qu'elle a dû faire face à une volonté de rediabolisation qui est venue notamment de la part du camp Macron. Elle a dû répondre à ça pendant l'entre-deux tours. Oui, c'est vrai que notamment dans le débat, Emmanuel Macron l'a mis en cause, notamment sur la question du voile, puisque Marine Le Pen avait annoncé, puis alors après elle a fait une espèce de jeu de pas de deux. Elle avait annoncé... Vous savez quoi, on va entendre, on va écouter ça justement, parce que c'est vrai que Marine Le Pen a été prise à partie sur un marché par une dame voilée, et finalement elle a dû après revenir un peu sur ce qu'elle avait dit, faire un peu marche arrière. Elle a dit qu'elle n'était pas, je cite, obtuse sur la question du voile. On l'écoute. Ce sont des problèmes qui sont des problèmes complexes. J'en suis parfaitement consciente de cela. Je ne suis pas, obtus. Mais il faut régler le problème des femmes qui sont obligées de mettre le voile parce qu'elles sont sous la pression des islamistes. Voilà.
On entend Marine Le Pen qui est elle est un peu entre deux chaises, comme on dit en Belgique, sur ces questions-là. Ça a été un peu compliqué à gérer ça pendant l'entre-deux-tours. Ah oui, parce que au fond, annoncer qu'elle veut interdire le voile, c'est donner des signaux très très clairs au noyau dur de son électorat et à l'électorat Zemmour. Mais en même temps, c'est courir le risque de faire s'éloigner une autre partie de son électorat potentiel. Donc c'est assez compliqué pour elle. Puis en plus, c'était que le voile, pas la kippa, pas les signes d'autres religions. Donc évidemment, dans le débat d'entre-deux tours, Emmanuel Macron l'a attaqué là-dessus en lui disant que c'était pas une mesure, c'était une mesure en fait islamophobe et qu'elle amalgamait le port du voile et l'islamisme radical, ce qui était une erreur, que c'était une mise en cause du principe de laïcité. Et durant le débat, elle a un peu pédalé dans la semoule. On l'a vu, elle s'est un petit peu repliée, elle a renoncé. Donc ce qui veut dire que quand Emmanuel Macron l'a attaqué sur un certain nombre de sujets, très rapidement, on s'est quand même rendu compte que c'était pas très très solide derrière, si vous voulez, en termes d'argumentaire. On parlera de ce débat un peu plus tard, mais justement, c'était l'un des éléments, un point vraiment important entre deux tours pour Marine Le Pen. Elle a donné pas mal de conférences de presse sur la diplomatie, sur les affaires internationales. Elle a vraiment voulu donner l'image d'une présidentiable. Est-ce que ça a fonctionné ? Alors, si je donne un avis personnel, j'aurais tendance à dire non. C'est qu'en fait, jusqu'au premier tour, on n'a pas véritablement interrogé son programme. Et puis, quand elle s'est retrouvée au deuxième tour, avec des sondages qui étaient assez serrés le lendemain du premier tour, on s'est mis à se poser très clairement la question de se dire, si elle est élue, qu'est-ce qu'elle fait ? Et il y a eu beaucoup de conférences de presse, d'ailleurs, avec des journalistes étrangers, notamment belges, qui l'ont interrogée. Je me souviens de la conférence sur la diplomatie, où elle a expliqué que dès que la guerre serait finie en Ukraine, elle demanderait à l'OTAN de se rapprocher de la Russie, alors que l'OTAN, c'est les États-Unis. Vous imaginez quand même la situation ? Oui, on a parlé de fautes politiques, notamment à ce moment-là. Oui, où elle faisait un petit peu comme si la question ukrainienne était un petit peu secondaire. Donc je crois qu'assez rapidement, elle a montré au fond des limites un peu techniques sur les sujets, et notamment sur ces sujets de prédilection, en particulier le pouvoir d'achat. Annie, peut-être qu'on peut refaire un petit point sur les chiffres que l'on a. Rien de vraiment neuf, mais on sait qu'il y a pas mal de téléspectateurs qui nous rejoignent en direct. Donc que sait-on à l'heure qu'il est, plus ou moins exactement ? Donc à l'heure qu'il est, il semblerait que les sondages qui donnaient Emmanuel Macron ces dernières semaines soient confirmés par les sondages effectués à la sortie des urnes, puisque Emmanuel Macron l'emporterait dans une fourchette située entre 55% et 58%. Alors, on restera toujours prudent, mais il y a encore pas mal d'incertitudes. Et cette incertitude, elle peut faire peur à certains. On va retrouver Marc Cirlereau, qui est à la Bellevilloise. Donc, c'est donc un lieu culturel du 20e arrondissement où est organisée une retransmission de la soirée électorale aujourd'hui, ce dimanche. Un lieu avec plutôt des sympathisants de gauche, si j'ai bien compris. Et vous êtes, je pense, avec quelqu'un qui est assez inquiet ce soir. Oui, on peut le dire. Clément, qui est à côté de moi, est un peu inquiet. Il se demande ce qui va arriver ce soir. Et je pense que les résultats qui sont donnés par la RTBF le rassurent un peu. Alors je me retourne vers lui. Clément, vous avez 30 ans. Oui. Vous êtes vraiment très inquiet. Vous pensez vraiment que Marine Le Pen peut encore gagner cette élection ? Je suis inquiet, oui, disons que je suis un peu désabusé. Bon, les sondages hier étaient quelque peu rassurants puisqu'ils donnaient Macron en tête à 55%. Alors tout peut changer, c'est des sondages, on a vu que dans plusieurs pays du monde ça avait différentes résonances et différentes, qu'il pouvait y avoir des erreurs. Alors aujourd'hui, on espère en tout cas que le Front National ne passera pas, le Rassemblement National. Il vous a fait le geste pour ça. Vous avez été voté sans hésitation pour Emmanuel Macron, ou il y a une part de doute quand même en allant voter ? Évidemment, une part de doute. On est de toute façon désabusé par la situation. Enfin, en tant qu'électeur de Jean-Luc Mélenchon, on se retrouve un peu désabusé par la situation. Maintenant, le résultat est différent de celui de 2017. Marine Le Pen est aux portes du pouvoir, donc comme un geste citoyen, on se doit d'aller voter et de faire barrage quelque part, parce qu'on ne veut pas se retrouver. Encore une fois, voilà. Et puis il y aura un troisième tour pour compenser tout ça, on espère. En tout cas, c'est celui des législatives qui sera d'autant plus important cette année et qui, à mon avis, peut redonner un peu d'espoir à tous les Français. Toute dernière question. Qu'est-ce que vous attendez maintenant d'Emmanuel Macron ? Vous avez voté pour lui, ce n'était pas votre premier choix. Vous attendez déjà des gestes concrets dans les jours, semaines qui viennent ? Qu'il applique un peu mieux tout ce qu'il a prévu de faire, en tout cas que son programme ne réside pas que sur de la démagogie et sur des promesses qui ne tiendra pas forcément. Donc voilà, qu'il y ait un peu plus de constance dans sa politique, ça serait bien. Merci Clément. Vous l'aurez compris, ici on est partagé entre inquiétude et sentiment de se dire normalement Marine Le Pen ne gagnera pas, mais vous l'entendez aussi à travers ce que dit Clément. Pour les prochains jours, prochaines semaines, les prochains mois, il attend beaucoup de choses aussi d'Emmanuel Macron.
Merci beaucoup Marc. Et il est 18h55. Dans quelques instants, les bureaux de vote seront tous fermés en France et on va pouvoir commencer à vous donner des premiers chiffres, puis ce seront les estimations officielles. On va pouvoir aussi déployer tout notre dispositif. Regardez, on sera à nouveau dans les QG avec Quentin Warlop, avec Damien Roulette. On sera aussi aux côtés de nos envoyés spéciaux qui sont aux quatre coins de l'Hexagone. On va vivre cette grande soirée électorale car il y va vraiment de l'avenir de la France, de l'avenir de l'Europe aussi. Et rendons-nous peut-être immédiatement au QG de Marine Le Pen. Damien Roulette, vous y êtes, c'est au Bois de Boulogne. Est-ce que Marine Le Pen est arrivée sur place ? Damien Roulette ne nous entend pas, c'est pas grave, on va aller chez Quentin Warlop qui lui est au Champ de Mars avec les sympathisants d'Emmanuel Macron. On espère qu'il nous entend. Si c'est le cas, Quentin, et que vous nous entendez, expliquez-nous, décrivez-nous l'atmosphère. Ça commence tout doucement à s'activer. Il y a beaucoup d'agitation, notamment du côté des services de sécurité et d'organisation des équipes d'Emmanuel Macron. Car oui, il y a énormément de journalistes, la presse internationale à gérer avec tous les techniciens. Je ne vous cache pas que c'est parfois assez compliqué de pouvoir travailler, mais on essaye de le faire, sachant que les militants et les soutiens politiques sont en train d'arriver ici. Les premiers sont en train de passer les barrages, les contrôles de sécurité, car oui, il faut savoir que pour arriver ici sur le Champ de Mars, il faut passer 2 contrôles de sécurité, ainsi que les chiens des mineurs également. Ça veut dire qu'il faut être clairement motivé pour assister à cette soirée électorale. Emmanuel Macron, lui, devrait arriver sur le coup de 21h ici, dans une élection qui, il faut bien le dire, Laurent, sera historique à plusieurs niveaux. Historique si c'est Marine Le Pen qui est élue présidente. Ce sera la première fois dans l'histoire de France qu'une femme est élue présidente. Ce serait aussi la première fois que l'extrême droite soit au pouvoir ici en France. Si c'est Emmanuel Macron, ce sera également une élection historique pour lui, car ce serait la première fois dans l'histoire de la 5e République française qu'un président soit élu hors cohabitation. Souvenez-vous, François Mitterrand, lui, avait élu à l'époque un Premier ministre qui n'était pas de son même camp politique. C'était Jacques Chirac, qui lui-même, quand il sera nommé président de la République, élu président de la République en 1995, nommera Lionel Jospin de gauche comme Premier ministre. Ce serait donc une première dans l'histoire de la 5e République. Mais je parlais avec un soutien et un proche d'Emmanuel Macron qui me disait tout à l'heure, on parlait des estimations 55-58, c'est vrai que la grande crainte des équipes d'Emmanuel Macron, c'est d'être en dessous de ces fameux 55%. Et donc ça voudrait dire qu'il serait mal élu et ça serait très compliqué. Car on sait qu'il y a les élections législatives qui approchent à grands pas. Ce qui est sûr, Laurent, c'est que Emmanuel Macron n'atteindra pas le score de 2017 où, je vous le rappelle, il avait recueilli 66% des voix des Français. Merci beaucoup Quentin. Et dans 1 heure maintenant, nous aurons les estimations officielles. L'avenir de la France se joue dans l'heure qui vient. Je pense qu'on a retrouvé Damien Roulette. Restez avec nous donc. Damien, est-ce que vous m'entendez cette fois? Et est-ce que Marine Le Pen est arrivée au QG, au Bois de Boulogne? Alors c'est un double oui, oui je vous entends et oui Marine Le Pen est arrivée mais comme attendu elle n'a pas fait de déclaration, elle est même passée par la petite porte, celle de derrière pour éviter sans doute de rencontrer la peste, mais elle a donc aussi évité ses propres militants qui tout doucement arrivent dans cette salle. Je vois que les verres se remplissent et que les discussions s'animent, pas de joie, pas de liesse pour le moment, et quand on discute avec les communicants de Marine Le Pen et du Rassemblement National, on se disait tout à l'heure serein, confiant, mais aussi très prudent par rapport aux premiers chiffres qui étaient donnés. Pas de liesse, je vous le disais. Pourtant, il y a quand même quelque chose d'important. Même si Marine Le Pen ne remportait pas cette élection, elle aurait déjà réussi son pari quelque part. Vous l'avez entendu dans les différents reportages et interventions de vos analystes en studio. Depuis la prise de présidence de Marine Le Pen au sein du RN, ça n'a été que des succès électoraux ou presque. Avant, en 2011, on est à 4 millions d'électeurs. Avec elle, en 2012, on est à 6,8. Aujourd'hui, on était à 7,7 en 2017. Et puis 8,1 il y a 15 jours. Et aujourd'hui, on pourrait passer la barre des 11 millions d'électeurs. On va passer le cap des 40% d'électeurs. C'est énorme. Le pari est donc déjà réussi. Le parti est installé comme le nouveau parti fort à droite, voire à l'extrême droite, dépendant du point de vue que vous avez pour l'analyser. Et donc, il n'y a pas de liesse, mais certainement pas de morosité ici non plus, Laurent.
Merci beaucoup Damien. Et parmi ces électeurs, beaucoup se trouvent notamment dans le nord, à Hénin-Beaumont. On le sait, c'est l'un des fiefs du Rassemblement national. Guillaume Wolf, vous êtes sur place. Est-ce que les bureaux de vote ont fermé? Sont-ils toujours ouverts à l'heure qu'il est? Alors, on vient d'entendre la cloche de l'église d'Hénin-Beaumont sonner. Ça veut dire que normalement, si tout va bien, le bureau de vote qui se trouve derrière moi est fermé. Les gens que vous voyez rentrer, en fait, ce sont des assesseurs qui vont procéder au dépouillement. Mais donc, il est trop tard pour glisser ces 2 petits bulletins dans l'urne. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que d'autres bureaux de vote sont toujours ouverts, puisque dans les grandes villes, des villes ont décidé d'ouvrir jusque 20h. Elles en ont le droit, et donc les citoyens dans ces grandes villes pourront voter jusque 20h. Ici à Hénin-Beaumont, je vous l'ai dit, c'est 19h. Le vote est terminé. C'est ce que le président du bureau a dû annoncer publiquement. Et le dépouillement va pouvoir commencer de façon publique. On va pouvoir rentrer. Alors pour l'instant, on était tenu à l'écart. On ne sait pas trop pourquoi. Mais en tout cas, le dépouillement va avoir lieu ici. Ce sont ces résultats qui vont commencer à alimenter les estimations que vous allez pouvoir donner dans l'heure qui vient, Laurent. Ce sont aussi des résultats qui arrivent ici dans ce bureau, parce que ce bureau il est un peu spécial. C'est le bureau central. C'est celui qui regroupe tous les résultats de la vingtaine de bureaux de la commune d'Hénin-Beaumont. C'est organisé partout pareil en France. Ici, on va donc annoncer à chaque fois qu'un bureau de vote est clôturé, est fermé, est compté. On va annoncer le résultat de ce bureau de vote. Ça va s'additionner. De quoi donner des estimations plus précises dans l'heure qui vient, Laurent. On suivra ça, nous, en direct, le dépouillement depuis l'intérieur de ce bureau, si tout va bien, j'espère. Eh bien, on l'espère aussi. On vous laisse le temps donc de rentrer, Guillaume Wolf, dans ce bureau de vote. Hénin-Beaumont, l'un des fiefs de Marine Le Pen. On va se rendre dans l'un des fiefs d'Emmanuel Macron. C'est à Rodez, dans le sud-ouest de la France. Sociologiquement, c'est évidemment très différent d'Hénin-Beaumont. Henri de Laguérie, Rodez, c'est un peu, si on le dit de manière un peu plus simplement, c'est la France qui gagne, qui peut-être souffre moins de la situation économique, du chômage. C'est celle qui vote Macron. Oui, effectivement, parce que ici, par exemple, on est quasiment en situation de plein emploi avec seulement 5% de taux de chômage. C'est une France, effectivement, qui va bien. C'est une France qui vote, effectivement, Emmanuel Macron, traditionnellement un territoire plutôt de droite, de centre-droite, de tradition catholique. Certains m'ont dit, vous savez, ici, on est comme dans la Bretagne intérieure. En tout cas, voilà, il est 19h, ça y est, les bureaux de vote qui sont derrière moi sont fermés. Cette salle des fêtes a fermé ses portes. On est juste à côté du musée Soulage. On va commencer le dépouillement et les électeurs d'Emmanuel Macron, les proches d'Emmanuel Macron, le maire notamment de Rodez et les députés La République En Marche de l'Aveyron sont relativement confiants. Ils me disaient ça devrait être autour de 55% pour Emmanuel Macron, mais évidemment ils n'ont pas encore d'informations particulièrement fiables. Ils sont confiants. C'est vrai qu'on a vu beaucoup d'électeurs ici qui avaient voté Emmanuel Macron dès le premier tour, qui ont revoté pour lui. On a croisé quelques électeurs de gauche qui votaient également Emmanuel Macron pour ce deuxième tour, même s'ils n'étaient pas tout à fait convaincus. Enfin, j'ai rencontré une vieille dame de 89 ans qui nous a dit « J'ai connu la guerre et aujourd'hui j'ai voté pour la paix, j'ai voté pour Emmanuel Macron ». Voilà ce qu'elle nous a dit. En tout cas, ce dépouillement commence ici à 19h, alors que ces bureaux de vote viennent de fermer ici à Rodez. Merci beaucoup Henri. On est donc allé dans l'un des fiefs d'Emmanuel Macron, dans l'un des fiefs de Marine Le Pen. On va se rendre dans l'un des fiefs du troisième homme, celui dont l'ombre plane sur ce scrutin, c'est Jean-Luc Mélenchon évidemment, avec ses 7 700 000 électeurs. Il est arrivé en tête à Marseille devant Marine Le Pen et devant Emmanuel Macron. Et à Marseille, ça tombe bien, il y a Esmeralda Labi. Esmeralda, est-ce que vous avez pu parler avec des électeurs mélenchonistes? Est-ce qu'ils ont fait leur choix? Dans quel état d'esprit étaient-ils tout simplement? Alors oui, on a parlé avec beaucoup d'électeurs mélenchonistes et honnêtement, ils étaient tous assez contents, non pas de l'élection présidentielle, mais du prochain scrutin, parce qu'eux se projettent sur les législatives en disant on va réellement peser sur ce scrutin-là et on sera une force incontournable. Maintenant, c'est intéressant que vous me demandiez s'il y a encore un petit regain d'attention pour les élections, parce que oui, tout à l'heure, il y a moins d'une heure, il y a 2 couples qui sont venus nous voir, dont un couple franco-algérien. Ils sont venus nous dire, vous savez, on a vu les résultats de Marine Le Pen dans les dom-toms, en Guadeloupe, en Martinique, et c'est vraiment trop élevé pour Marine Le Pen, ça ne va pas. Alors on a décidé d'aller voter et on votera pour monsieur Macron. Et puis un autre monsieur qui est venu nous voir il y a 20 minutes en nous disant bon, j'avais franchement pas envie d'y aller, j'avais franchement envie de m'abstenir et puis je vois les résultats, il y a vraiment un risque d'extrême droite. Alors j'ai lancé les dés ont décidé, on a décidé d'aller voter. Donc il y a encore quelques minutes des gens qui ont décidé d'y aller. Et puis évidemment, Laurent, j'ai envie de vous dire que les gens viennent nous voir encore une fois parce qu'ils savent que vous donnez les résultats, nous donnons les résultats à la RTBF. Et ils sont quand même intéressés, même s'ils ne regarderont pas forcément la soirée électorale dans quelques minutes.
Mais oui, Esmeralda, on te rappelle que vous étiez fait beaucoup d'amis au premier tour. On espère que ce sera aussi le cas ce soir à Marseille. On va justement faire le point sur les données que nous avons. Annick Capelle, on a toujours des estimations et un peu plus de sources. Expliquez-nous. Non, pas encore d'estimations. Vous avez raison. Des chiffres basés précis, sur des sondages à la sortie des urnes. Cela dit, les sources se multiplient, mais on reste toujours dans cette fourchette entre 55 et 58% qui donne donc des chiffres qui donnent Emmanuel Macron gagnant. Il s'agit encore de sondages à la sortie des urnes. Les bureaux de vote, on vient de le voir, commencent seulement à fermer. Et donc, ce n'est que maintenant qu'on va commencer à dépouiller les bulletins de vote. Alors, comment ça marche concrètement ? Chaque fois que 100 bulletins de vote sont dépouillés, le président du bureau de vote annonce un résultat. Et dans plusieurs centaines de bureaux de vote, il y a des enquêteurs qui ont été envoyés par les instituts de sondage et qui sont là pour noter. Et donc, chaque fois qu'un résultat est annoncé, ils transmettent ça au siège de l'institut de sondage qui va essayer d'agréger les résultats et de faire des projections. Donc, on pense que d'ici 19h15, 19h30, on devrait avoir les premières estimations, cette fois donc basées sur des faits plus objectifs. Et morale de l'histoire, restez avec nous. On espère pouvoir vous donner ces estimations dans les minutes qui viennent. Pierre Mathieu, on a entendu notamment Esmeralda Labi parler des législatives. Cette semaine, Jean-Luc Mélenchon a lancé un appel. Nommez-moi, élisez-moi Premier ministre lors des législatives. Clairement, la classe politique française regarde déjà vers ces élections qui auront lieu le 12 et 19 juin prochain. Oui, alors c'est pas fini. Je crois qu'on en parlera encore d'ici 20h15 quand on se quittera. Mais c'est vrai qu'il y a une élection aujourd'hui, mais il y a encore 2 tours en juin et ces tours-là vont être importants parce que si le président Macron est réélu ou si Marine Le Pen est élue, il faut avoir une majorité absolue à l'Assemblée nationale derrière pour pouvoir gérer le pays. Bon, donc c'est le 12 et le 19 juin. C'est vrai que Jean-Luc Mélenchon a voulu un petit peu remobiliser ses troupes qui étaient quand même très très déçues parce qu'il a failli être au deuxième tour. Il ne l'a pas été pour 420 000 voix, ce qui n'est rien. Et donc les remobiliser, c'est de leur dire allez voter aux législatives parce que si vous votez bien aux législatives, si la France Insoumise prend la tête d'une majorité, enfin d'une coalition de gauche, moi Jean-Luc Mélenchon, j'ai peut-être la possibilité d'avoir la majorité absolue. Et donc à ce moment-là, le président ou la présidente serait obligé de me nommer Premier ministre. Et donc c'est crédible ou c'est juste une formule à la Jean-Luc Mélenchon ? Est-ce que ce serait possible d'avoir par exemple Emmanuel Macron président ou Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon Premier ministre ? Ça paraît possible ? Alors sur le papier, oui. Si Jean-Luc Mélenchon était à la tête d'une coalition de gauche qui gagnait la majorité absolue à l'Assemblée nationale, Marine Le Pen ou Emmanuel Macron président ou président l'appellerait comme Premier ministre. Je pense qu'il faut être lucide. Il le fait pour tenter de remobiliser son électorat parce qu'en 2017, il avait quand même fait 19% au premier tour, ce qui était remarquable, sauf qu'ensuite, ses électeurs s'étaient démobilisés aux législatives et finalement la France Insoumise n'avait eu que 17 députés. Vous imaginez 17 députés alors qu'il avait fait 19%. Pourquoi ? Les gens n'y étaient pas allés. Donc là, il fait ça pour essayer quand même de redynamiser son électorat qui est jeune, en moyenne, qui a été assez déçu quand même d'avoir touché le paradis et d'avoir raté en quelque sorte. Et donc il fait ça vraiment pour les remobiliser. Ceci dit, il y a une différence avec 2017. Le Parti Socialiste est en dessous de 2%, les écologistes sont en dessous de 5%. On a l'impression que les lignes bougent pour éventuellement un rassemblement de la gauche. On ose à peine le dire, mais... Alors, oui, vous avez raison, mais il ne faut pas oublier qu'en 2017, le PS avait fait 6. Ils avaient quand même eu plus de députés. 2 fois plus de députés que la France Insoumise qui avait fait 19. Le Rassemblement National avait été au deuxième tour avec Marine Le Pen, ils avaient eu moins de 5 députés. Attention, le mode de scrutin pour les élections législatives est ainsi fait que parfois ce qui s'est passé à la présidentielle ne se reproduit pas aux législatives, et en plus il y avait eu 50% d'abstention. Donc je pense qu'on est dans... Mais vous avez raison, je pense que la France Insoumise en ce moment a le leadership à gauche de façon incontestable et ils sont en train de travailler à tenter d'avoir une coalition de gauche. Alors Jean-Luc Mélenchon et beaucoup d'électeurs insoumis ont été très déçus, ils l'ont dit par le débat évidemment présidentiel qui a eu lieu mercredi dernier. C'est toujours un événement important et il était très attendu car en 2017 Marine Le Pen avait été un peu en dessous clairement d'Emmanuel Macron. Alors comment cela s'est-il passé ce mercredi ? Eh bien c'est ce qu'on voit, réponse en images et en punchline pour utiliser un anglicisme. Match retour après celui de 2017 et dès le départ sur le thème du pouvoir d'achat, Emmanuel Macron critique la baisse de la TVA proposée par Marine Le Pen sur les produits énergétiques. On veut que les ménages qui en ont le plus besoin, qui sont à l'euro près, qui n'arrivent pas à finir de compléter le caddie, puissent toucher quelque chose. Le chèque est plus adapté que la baisse de TVA, qui elle n'est pas ciblée. Donc ça va nous coûter des milliards, alors que ça va profiter à des gens comme nous 4, qui n'en avons pas besoin. Très vite, Marine Le Pen semble dans les cordes. Les mesures que vous proposez sont en même temps inefficaces, elles sont parfois mal calibrées. Plus calme et posée qu'en 2017, elle subit pourtant une nouvelle attaque concernant son prêt contracté en Russie. Vous avez contracté un prêt en 2015 auprès d'une banque russe, la First Czech Russian Bank, proche du pouvoir,
Et donc, vous ne parlez pas à d'autres dirigeants, vous parlez à votre banquier quand vous parlez de la Russie. C'est ça le problème, Madame Le Pen. Il sait pertinemment que je suis une femme absolument et totalement libre. Sur le thème de l'Europe, Marine Le Pen maintient sa position. L'Europe, c'est pas tout ou rien. C'est pas on prend tout et on ne dit rien, ou alors on ne prend rien. Je souhaite rester dans l'Union européenne. Je souhaite profondément la faire modifier pour effectivement faire émerger une alliance européenne des nations. On peut décider de ripolliner tout seul la façade, mais enfin, c'est une copropriété. Donc à un moment donné, dans une copropriété, vous ne pouvez pas dire du jour au lendemain, ça s'appelle plus la copropriété, ça s'appelle comme j'ai décidé parce que je m'appelle Madame Le Pen. S'ensuit 20 minutes sur l'écologie. Marine Le Pen est alors accusée d'être climato-sceptique. Je vais répondre à ce qu'a dit Emmanuel Macron. Je suis absolument pas climato-sceptique en aucun cas, mais vous êtes un peu climato-hypocrite. Pour elle, c'est clair, Emmanuel Macron a fait gonfler la dette de la France pendant son quinquennat. Monsieur Macron, mais je rappelle que vous êtes le président qui a créé 600 milliards d'euros de dettes supplémentaires en 5 ans, dont 2 tiers qui n'ont rien à voir avec le Covid. Mais c'est totalement faux, Madame Le Pen. 600 milliards d'euros de dettes supplémentaires, dont 2 tiers n'ont strictement rien à voir. Ce sont les chiffres d'ailleurs de vos propres ministères qui évoquent 145 milliards pour le Covid. Tout le reste, c'est de l'aggravation de la dette. Parce que c'est la sécurité sociale et les collectivités locales, Madame Le Pen. Non mais d'accord. Mais arrêtez de tout confondre, c'est pas possible. Monsieur Macron, ne me donnez pas de leçons. Je vous donne pas sur de le leçons. financement de Je mon connais prochain... le numéro par cœur, ne me le faites pas, Madame Le Pen. Sur le port du voile, Marine Le Pen maintient sa volonté de l'interdire dans l'espace public. Je pense que le voile est un uniforme imposé par les islamistes. Je pense que une grande partie des jeunes femmes qui le mettent ne peuvent pas faire autrement en réalité, même si elles n'osent pas le dire. Vous allez créer la guerre civile si vous faites ça. Je vous le dis en toute sincérité. Parce que ça veut dire que vous vous attaquez... C'est très grave ce que vous dites là, monsieur. C'est très grave parce que ce que vous proposez c'est très grave. Parce que ce que vous dites, c'est qu'en réalité, les gens n'accepteraient pas de se soumettre à la loi. Ce que vous dites est très grave. Un débat dense et vif, cordial aussi, sur la fin. On est beaucoup plus discipliné qu'il y a 5 ans, Madame Le Pen. Oui, c'est vrai. Écoutez, on voit qu'on vieillit. Je crois que c'est factuel, je serai très respectueux à votre égard. Vous, ça ne se voit pas, moi j'ai peur que ça se voit beaucoup, Madame. Elle, moins agressive qu'il y a 5 ans, mais plus approximative que son adversaire. Lui, malgré son ton professoral, a été meilleur sur le fond et plus clair. Il a mieux maîtrisé l'exercice, comme il y a 5 ans. Alors, Pierre-Mathieu, vous êtes directeur de Sciences Po Lille, on le rappelle, donc on imagine que vous avez regardé ce débat avec un œil acéré. Qui sort vainqueur selon vous ? Oh ben, écoutez, alors évidemment, je vais être un peu subjectif, mais je pense qu'Emmanuel Macron a montré une technicité et une connaissance des dossiers d'ailleurs un peu hypermnésique, une capacité à sortir des chiffres de nulle part et qui en plus étaient en général vrais, donc c'était assez intéressant. Je pense que Marine Le Pen s'était complètement plantée en 2017 et on avait beaucoup dit qu'elle s'était plantée parce qu'elle s'était pas préparée. Et là, le problème, c'est que 5 ans après, elle a montré quand même très vite des lacunes techniques. Il y a eu des questions sur le pouvoir d'achat qui était son point fort. Elle a été incapable d'expliquer. C'était le premier thème du débat pourtant. Voilà. Et puis surtout, ce qui a été assez étonnant et assez intéressant à observer, c'est que c'est Emmanuel Macron qui a plutôt été à l'attaque en quelque sorte, alors qu'on pensait que en tant que challenger, qu'outsider, Marine Le Pen allait attaquer Emmanuel Macron, qui en plus désormais a un bilan par rapport à 2017. Or, ça a été complètement à front renversé. C'est plutôt Emmanuel Macron qui attaquait et Marine Le Pen qui tentait de contrer les coups, mais qui sur le plan technique quand même a montré assez vite ses lacunes sur la plupart des sujets. Et on verra évidemment ce soir si ce débat a eu un impact sur le vote des Français. Retournons au Champ de Mars où on va rejoindre Quentin Warlop. Quentin, vous êtes sur place et je pense que vous êtes avec le représentant des Français de Belgique, c'est bien ça ? Exactement, Laurent, Jérémy Michel qui est à mes côtés et je vous propose de me retourner vers lui, monsieur Michel. On sent que parmi les militants, ça commence à sentir bon, on voit beaucoup de sourires, notamment le vôtre. Ça veut dire que la victoire est proche ? La victoire est proche, je ne sais pas, il faut attendre 20 heures. Ça sera un soulagement, en tout cas je l'espère, je le souhaite. C'est vrai qu'il y a une tension peut-être qui est moins importante qu'elle ne l'était en début de journée, mais quoi qu'il arrive, il faudra prendre en considération ce qui s'est passé ces derniers jours, ces dernières semaines et aussi aujourd'hui. Oui, parce qu'en tant que proche d'Emmanuel Macron, vous pouvez le confirmer, ce sera moins important qu'il y a 5 ans où il avait fait 66% des voix et ça va jouer notamment sur les législatives qui s'approchent à grands pas. Ça va jouer sur les législatives, j'espère qu'on va vraiment prendre en considération cette baisse quelque part, même si le résultat ce soir, ça sera, et je l'espère, l'élection d'Emmanuel Macron.
L'élection législative débutera dès demain matin. La campagne débutera dès demain matin. C'est à tous les Français qu'il faut continuer d'avoir un message cohérent pour que ce qui va se passer ce soir à 20h, et je l'espère encore, soit par la suite, en adéquation avec le vote des législatives qui va suivre, et notamment pour les Français de l'étranger d'ailleurs. Pour que les gens qui nous écoutent en Belgique comprennent bien, il y a 5 ans, il avait une majorité absolue, il pouvait complètement gouverner. Ce sera certainement pas le cas en juin. Ça veut dire qu'il va falloir négocier avec d'autres partis, par exemple le Parti socialiste, qui sera peut-être haut, les mélenchonistes aussi, la France insoumise, d'ici le mois de juin. Emmanuel Macron, sort du premier tour, a appelé à une union nationale, sans prononcer le mot. Je crois que c'est aussi dans cette direction qu'il faut réfléchir. On repartira sans doute au premier tour avec un certain nombre de candidats, avec des programmes qui auront, je l'espère, évolué, parce que le premier tour de la présidentielle, c'est aussi un marqueur. Il faut prendre ça en considération. S'il y a des discussions qui peuvent être faites avec les personnes qui souhaitent aussi rejoindre le programme d'Emmanuel Macron, je pense que ces personnes sont les bienvenues, oui. Allez, merci beaucoup Jérémy Michel. On va vous laisser aller vous installer avec les différents soutiens d'Emmanuel Macron qui vont tout doucement commencer à arriver. Les militants, eux, sont là. On nous annonce plusieurs milliers de personnes ici sur le Champ de Mars, Laurent. Oui, des militants, Quentin, qui, on l'a bien compris, attendent les chiffres, les estimations officielles à 20h. En attendant, on a toujours des sondages sortis des urnes, Annick. Oui, et des sondages qui semblent confirmer ces chiffres qui circulaient depuis plusieurs jours, depuis la fin de l'entre-deux tours, et qui nous donnent une fourchette, une victoire d'Emmanuel Macron dans une fourchette entre 55 et 58%, 45% pour Marine Le Pen, 42% dans d'autres sondages. Voilà, Marine Le Pen n'a pas réussi à créer la surprise et n'a pas réussi à casser le fameux front républicain, puisque Emmanuel Macron serait à nouveau élu président de la République, à confirmer bien sûr, encore à prendre avec pas mal de pincettes. On va le dire 10 fois, 100 fois s'il faut, mais on restera extrêmement prudent. Alors, rendons-nous justement, puisque le dépouillement est en cours, vous l'avez compris, la situation est en train d'évoluer, chez Guillaume Wolf à Hénin-Beaumont. Guillaume, on vous avait quitté, vous tentiez d'entrer justement dans cette salle de dépouillement. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous avez réussi? Oui, on est là, on est bien rentré à l'intérieur. Le dépouillement commence, on est en fait dans la phase où on répartit les bulletins de vote par paquet de 100. Avant cela, il y a une phase qui était de compter le nombre du bulletin de vote total et le nombre de signatures. On compte, il faut que ces deux chiffres soient équivalents. Si c'est pas le cas, on recommence. C'est une procédure qui peut durer un peu de temps. Ici, ça dure une quinzaine de minutes. C'est dans la bonne moyenne. Et donc, on va répartir ces bulletins de vote par paquet de 100 et puis les donner, les séparer sur les différentes tables qui sont là. C'est là que les scrutateurs, les assesseurs vont commencer à dépouiller, à compter vraiment les résultats, les votes, bulletin par bulletin. Aussi dans cette salle, si on regarde par là avec cette image de Jean-Marc Leroy, si on va par là, on voit aussi des gens qui sont venus assister à ce dépouillement, assister pour vérifier que peut-être tout se passe dans les règles, c'est une première hypothèse, mais aussi avoir déjà des premiers résultats. Ils sont curieux évidemment. C'est dans cette salle aussi que se déroulera la soirée électorale ici à Hénin-Beaumont et où apparaîtront publiquement, grâce à 2 écrans qui se trouvent là-bas derrière, 2 écrans qui annonceront à 20h de manière officielle les résultats pour que tous les habitants de Hénin-Beaumont puissent en prendre connaissance. C'est aussi ici, je le disais précédemment, que tous les résultats de tous les bureaux de vote d'Hénin-Beaumont seront annoncés. Vous voyez que c'est donc ici que ça va se passer dans les prochaines minutes, Laurent. Merci beaucoup Guillaume. Et en effet, tous les Français attendent 20h pour avoir ces estimations officielles. Justement, Pierre Mathieu, pour que nos téléspectateurs comprennent bien, quand on aura ces estimations officielles, on parle pour le moment de 45, 55, de 42, 58. Quel chiffre il faudrait à Emmanuel Macron pour qu'il soit bien élu, s'il est élu évidemment? Je vais vous faire une confidence, je pense qu'il va être mal élu, puisque, il va être élu, alors pour un Français c'est bien avant 20h, merci, je vous remercie de me permettre avant 20h de dire qu'il va être élu, il va être réélu, donc déjà, évidemment il va être réélu, et ce sera le premier, on l'a dit tout à l'heure avec notamment Quentin, il va être le premier réélu hors cohabitation, donc c'est une performance pour être, ça c'est bien. Ensuite il risque d'être réélu avec 10% de moins qu'en 2017, quand il avait été élu, donc déjà perdre 10% c'est beaucoup, avec plus d'abstention, beaucoup de votes nuls, beaucoup de votes
vote blanc. Ce qui veut dire qu'Emmanuel Macron va être élu avec probablement 2,5 millions, 3 millions de voix de moins qu'en 2017, quand Marine Le Pen va obtenir probablement 2,5 millions de voix de plus qu'en 2017. Donc la seule bonne nouvelle de la soirée, c'est qu'il va être réélu, et avec un écart qui fera qu'il n'y aura pas de doute sur sa réélection, il n'y aura pas de polémique sur sa réélection. En revanche, en termes de pourcentage et de nombre de voix, il va de soi qu'il a fait une performance beaucoup moins importante que la dernière fois, hein. Et même dans les affrontements avec le Front National, en 2002, 82% pour Jacques Chirac. En 2017, 66% pour Emmanuel Macron. Cette fois-ci, on est entre 55 et 58. Donc, la barrière se fendit de plus en plus quand même par rapport au Front National, enfin au Rassemblement National. Ouais, on sera particulièrement évidemment attentif aux chiffres et à la différence de voix entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. On va rejoindre Marc Sirlereau, qui est dans un lieu où il y a une soirée électorale. C'est dans le 20e arrondissement de Paris. Marc, on me dit qu'on ne regarde pas la RTBF tout simplement parce qu'on veut avoir la surprise. Là, on attend 20h pour vivre en direct cet événement et avoir les résultats. Oui, c'est un peu troublant. Bon nombre vous disent qu'ils ont peur, puis quand vous voulez leur donner le résultat, ils disent non, ne le dites pas, on verra ça à 20h, ça sera encore plus fort. Tous les jeunes qui sont ici, ils sont très présents, on ne les voit pas peut-être derrière moi, mais vous savez, la terrasse est remplie, au bar, il y a beaucoup de gens. Ils n'iront pas à la Tour Eiffel pour faire la fête avec Emmanuel Macron, mais ils seront quand même très soulagés. Ils se disent c'est la première fois dans leur vie politique, tous ces jeunes, qu'ils ont vraiment peur. Ils n'ont pas connu 2002, quand Jacques Chirac s'est retrouvé face à Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection présidentielle, ils étaient trop jeunes, et disent, il y a 5 ans, il n'y avait pas vraiment d'inquiétude à avoir, Emmanuel Macron était donné vainqueur largement. Mais ce qui les inquiète peut-être le plus, c'est cette évolution, Pierre Mathieu vient de dire, cette évolution du Front National. On se rappelle que Jean-Marie Le Pen avait fait au deuxième tour, en 2002, 17%, Marine Le Pen, il y a 5 ans, 33%, et cette fois-ci, si elle se retrouve à 45%, on peut quand même dire qu'en 20 ans, il y a eu un triplement du pourcentage obtenu par l'extrême droite française, alors que, rappelez-vous, il y a 5 ans, tout le monde disait Marine Le Pen, après son débat raté, ses ambitions présidentielles sont finies. Eh bien non, l'extrême droite française n'a jamais fait un aussi bon score, et avec elle. Ouais, on voit le score du Rassemblement national de l'extrême droite française qui progresse. Merci beaucoup Marc. Justement, parlons de l'avenir de Marine Le Pen. Si elle n'est pas élue ce soir, concrètement, qu'est-ce qui va se passer pour elle ? Donc ce serait la 3e fois qu'elle perd. Mais si vous me passez l'expression, elle perd de mieux en mieux en quelque sorte. Donc la question pour son parti politique, c'est de savoir si finalement... Dès lors qu'elle perd de mieux en mieux, peut-être qu'elle peut finir par gagner, et auquel cas, pour 2027, et en plus elle est relativement jeune encore, elle n'aurait pas 60 ans en 2027, donc c'est jouable. Ou est-ce que son échec va susciter peut-être des ambitions au sein de son parti, ou chez Reconquête avec Éric Zemmour, et surtout avec Marion Maréchal Le Pen qui a rejoint Éric Zemmour. Donc la question est posée. Je pense que ça va pas mal dépendre des législatives et de la capacité du Rassemblement national à obtenir plus de députés qu'il n'a aujourd'hui, ce qui ne sera pas trop difficile normalement, et pour à Marine Le Pen de pouvoir continuer à s'imposer comme un leader. Ça va pas se jouer maintenant, mais moi comme ça j'aurais tendance à dire que si elle fait 45-46%, elle sera en position de force pour s'imposer, pour aller vers une quatrième candidature en 2027. Oui, on a parlé tout à l'heure du rassemblement à gauche. Parlons justement de ce rassemblement à l'extrême droite avec Marine Le Pen, avec Marion Maréchal Le Pen, avec Éric Zemmour. Est-ce qu'il y a déjà des rapprochements ici entre l'entre-deux tours ? Est-ce qu'on a une idée de comment vont évoluer ces rapports à l'extrême droite française ? Je crois pas vraiment. On l'a vu tout à l'heure dans une des petites animations. Une partie des électeurs d'Éric Zemmour manifestement ne voulait pas voter pour Marine Le Pen. C'est pas vraiment le même type d'électorat, c'est pas vraiment le même type de programme. Et puis Marine Le Pen, pour ne pas faire peur à un électorat mélenchoniste par exemple, avait dit si je suis présidente, il n'y aura pas dans mon gouvernement ni Éric Zemmour ni Marion Maréchal Le Pen. Donc c'est assez compliqué et il y a des relations quand même de très très forte concurrence entre eux. Mais on va le voir aussi pour les législatives. Est-ce qu'ils vont être capables, comme la gauche tente de le faire, d'avoir des candidats uniques entre Reconquête et le Rassemblement national ? Si ça marche, c'est jouable. Si ça marche pas, ça veut dire que il y aura 2 extrêmes droites. Alors on va se rendre maintenant à Rodez, on l'a dit, c'est l'un des fiefs d'Emmanuel Macron, c'est dans le sud-ouest de la France. Je vous ai dit que le Roquefort y était excellent, on y fait aussi de très beaux couteaux et ça n'a toujours rien à voir. Parlons plutôt de cette élection. Vous nous aviez dit, Henri de Laguerre, que les bureaux étaient fermés, est-ce qu'on a commencé à dépouiller ? Quelle est l'atmosphère sur place ?
Oui, écoutez, on a commencé à dépouiller, on ne nous a pas laissé filmer à l'intérieur. Il y a quelques électeurs qui se rapprochent pour voir un peu comment ça se passe, mais ce n'est pas non plus l'effervescence. Les proches d'Emmanuel Macron, avec qui j'ai pu parler ce soir, sont confiants. Ils sont confiants dans une victoire d'Emmanuel Macron, même s'ils disent attention, Marine Le Pen va faire un très très bon score. Et ça, il faudra le prendre en compte, notamment pour ce troisième tour dont on parle déjà ici, ces élections législatives. Il y a d'ailleurs plusieurs électeurs de gauche qui m'ont dit on a voté Macron aujourd'hui, mais le troisième tour, vraiment, on va voter pour un candidat de gauche. Donc certains se demandent d'ailleurs si Emmanuel Macron aura finalement une majorité à l'Assemblée nationale. En tout cas, on a interviewé ces électeurs d'Emmanuel Macron. Je vous propose de les écouter. C'était déjà mon premier choix il y a 5 ans. Et bon, après, c'est sûr qu'il y a... Tout est discutable, mais sur le principe, je trouve que sur certains terrains, il a été quand même à la hauteur, notamment le Covid, notamment, il semblerait la guerre où il est un interlocuteur pour les deux parties. C'est intéressant. Il faut, je pense, donner la chance de pouvoir continuer avec quelqu'un qui sache mener le pays dans une bonne direction, avec tout le contexte économique international, politique international. J'ai voté en confiance pour Emmanuel Macron, je ne le cache pas. J'ai voté pour mon pays, pour la République, la démocratie, pour que la France reste le pays des Lumières. Et j'ai voté pour l'Europe parce que je suis profondément européen. L'Europe est la solution à tous les problèmes que nous connaissons. Voilà pour les électeurs d'Emmanuel Macron. Alors concrètement, dans les urnes, à quoi cela ressemble-t-il? Annick, on refait le point avec vous. Toujours pas d'estimation officielle, mais maintenant des sondages sortis des urnes de 4 instituts, c'est ça? Oui, c'est ça. J'aurais espéré vous donner des estimations officielles avant 19h30, mais ce n'est pas le cas. Ce sont encore des sondages sortis des urnes. Pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, ces sondages donnent Emmanuel Macron vainqueur, avec une fourchette entre 55 et 58%. Donc c'est une victoire d'Emmanuel Macron. Enfin, quand on dit victoire, on peut dire qu'en tout cas, il n'a pas perdu cette élection, puisque rappelons qu'il y a 5 ans, il l'avait emporté avec 66% des voix. Et donc, il faudra certainement tirer les leçons de cette victoire nettement moins éclatante qu'il y a 5 ans. On a aussi cité un chiffre en début d'émission. C'est le taux d'abstention qui est très élevé, qui, selon les projections de l'Institut de sondage IFOP, serait de 28%. C'est le taux d'abstention le plus élevé de ce 21e siècle. Merci Annick. Et s'il y a victoire d'Emmanuel Macron ce soir, il fêtera ça avec ses sympathisants au Champ de Mars, où l'on va rejoindre Quentin Warlop. Quentin, est-ce que ces chiffres commencent à circuler? Est-ce qu'on commence à voir des sourires sur les visages parmi les sympathisants et les militants du président? Oui, des sourires. Je vous propose d'ailleurs de voir avec Madame, vous êtes vous adhérente du parti. On voit il y a énormément de monde. Cette victoire annoncée, ça vous fait plaisir? Oui, ça me fait plaisir, mais je suis quand même inquiète pour l'avenir, pour les législatives. Mais disons que je suis soulagée ce soir. Parfait, merci beaucoup. Et donc vous le voyez, ça correspond à ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Emmanuel Macron qui sera très loin de son score de 2017 où il avait, je vous le rappelle, acquis 66% des intentions de vote. Ici, on sera aux alentours de 55% et ça aura forcément des incidences pour pouvoir gouverner. Il va falloir trouver des alliances. Merci beaucoup Quentin Warlop. Des sourires chez Emmanuel Macron. Est-ce qu'on fait la grise mine du côté de Damien Roulette qui est au QG de Marine Le Pen? Damien, est-ce que les chiffres circulent? Même question, est-ce que les chiffres circulent et quelle est l'ambiance sur place? Alors mon impression c'est que ces chiffres ils circulent mais qu'on fait semblant de ne pas les voir pour le moment. Je vais vous expliquer, je viens de discuter avec plusieurs militants, à chaque fois je leur dis tiens est-ce que vous avez connaissance des sondages, des chiffres qui circulent? Et on me dit ah oui dans les Antilles c'est excellent pour Marine Le Pen. Et puis je dis oui mais les sondages sortis des urnes, est-ce que vous en avez entendu parler, qui donnent Macron en tête avec un 55-45 environ. Et puis là on me dit oh mais vous savez ce sera plus serré que ça, on n'y est pas encore, ce n'est pas définitif, les bureaux ferment à 19 et à 20h en fonction que vous soyez dans les petites ou les grandes villes ou dans la ruralité. Et donc vous voyez on garde une certaine sérénité, une certaine prudence et on attend de toute façon, on vous le disait et ils nous le disent tous maintenant et depuis quelques jours même déjà, le 3e tour aussi a commencé, vous en parliez en plateau, le 3e tour a commencé et la grande coalition de droite qui est espérée par Marine Le Pen, il l'espère aussi pour les législatives du mois de juin.
Ouais, effectivement, on parlera encore de la politique française avec ces législatives. En attendant, nous sommes maintenant à quelques minutes. Dans une demi-heure, on aura les estimations officielles. Nous vous donnerons également les chiffres dès qu'on a des estimations qui tombent, dès qu'on parle donc non plus de sondages sortis des urnes, mais des inondations. Mais tout de suite, c'est le 19h30. Marie Mallard.